Bonjour, je m'appelle Johan Rock et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle du Club NAC, quelque chose que vous connaissez peut-être pas, mais NAC, en plus d'offrir les meilleurs produits nutritionnels sur le marché, NAC offre aussi des programmes personnalisés adaptés à vos entraînements. Puis ça, ça se passe sur le nacbar.com dans l'onglet Club NAC, un service d'abonnement qui est fantastique parce que c'est directement adapté pour vous. C'est sans engagement, vous économisez parce qu'en plus vous avez des rabais sur les produits. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez l'adapter pour vous, c'est 100% personnalisable. C'est un système qui est mensuel, donc on vous envoie vos produits à chaque mois, puis vous pouvez décider d'arrêter n'importe quand. Pour vrai, encore une fois, NAC prouve qu'ils sont en avance sur tout le monde. Ils font les choses différemment, puis ils font surtout les choses pour vous, les athlètes. Ceux qui ont fondé cette compagnie-là, les employés, c'est des athlètes d'endurance, c'est des gens qui savent par où vous passez parce qu'eux aussi le vivent, donc ils développent des offres de services qui sont 100% adaptées aux athlètes d'endurance, c'est complètement fou. Tout ça, ça se passe sur le nacbar.com et bien sûr, comme d'habitude, pour votre première commande, vous avez 15% de rabais grâce au code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Et voilà, bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 138e épisode de Pas sorti du bois. Bravo. Si vous avez l'impression que ma voix est plus grave que d'habitude, c'est pas parce qu'on est rendu sur la fréquence AM, je suis sur une fin de rhume, donc j'ai sorti ma voix radiophonique pour l'occasion. Moi aussi, j'ai une fin de rhume. On est au Noctem, on est devant un public en feu, vous les avez entendus, sont plus de 200. Mais oui, merci au Noctem de nous accueillir encore une fois. Vous vous rappelez à l'automne avec Laurence Barry, Simon Rivet, Marianne Hogan, Bruno Savard, on avait fait ça. Puis on répète l'expérience aujourd'hui. Il y a du bien beau monde ici au Noctem, puis on va avoir du fun, la bière est bonne. Et j'étais avec un revenant, troisième passage à Pas sorti du bois pour Johan Rock. Comment ça va, Johan? Ça va très bien, merci. Écoute, je pense que les gens ont peut-être une petite idée de quoi on va parler. J'espère. On est à quelques jours d'un départ imminent vers quelque chose 7 jours. D'assez fou. Avant qu'on entre dans le sujet, avant qu'on parle même de cryo, la course à laquelle tu as participé hier, qu'est-ce que tu bois? C'est une catnip, une IPA. Un Donc, classique. Oui, il y a un chat dessus, donc c'était sûr que je prenais celle-ci. En même temps, elles ont toutes des chats, donc... Ouais, exact. Quand vous arrivez dans votre dépanneur de bière habituel, cherchez les chats, c'est le Noctem. Moi, de mon côté, j'ai une... j'ai oublié... velours, c'est quoi le nom? La pâte de velours, donc une excellente bière. Cheers! Cheers! Puis là, on va faire le tour. Tout le monde, dites-nous c'est quoi votre bière. Je fais le gag à chaque fois, il est facile. Cheers tout le monde, merci d'être là. Santé. J'espère que votre bière est aussi bonne que la mienne. Délicieuse. Johan, Oui. avant qu'on parle du projet que tu t'en vas faire, qui est un projet de longue haleine, Ouais. j'ai voulu qu'on parle de cryo parce que Oui. hier, en fait, t'étais au lac Saint-Jean avec Anne qui est là. Salut Anne. Ouais. Vous avez participé à la course cryo. Comment ça a été? Ça a été plus court que prévu. Le lac a décidé encore de nous jouer des tours. J'étais pas là l'an dernier, mais toi tu y étais. Puis les conditions, celles qu'on a eues avec la version écourtée étaient finalement pas si pires. Mais en arrivant, on nous avait prévenu que les conditions plus loin sur le lac étaient assez catastrophiques. Puis au début, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Il me disait on n'est pas à Longueuil. C'est comme je sais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait des vents à probablement proche de 100 km/h. Les tentes étaient couchées, les 2x4 s'envolaient. Ouais. Donc, c'est pas idéal pour courir avec le vent de face. Et surtout, ils n'avaient pas envie d'aller récupérer 80% des coureurs encore sur le lac. Donc, c'est pénible pour les coureurs. Et aussi, ça leur fait perdre des bénévoles. Bah oui. Parce que pour les bénévoles, c'est l'enfer. Donc, s'ils veulent que la course perdure, puis que les coureurs ne meurent pas, il faut que les bénévoles soient présents. Donc, on a fait une version, finalement, aller-retour jusqu'au village de glace à Roberval. OK. Donc, 13 km autour, un autre 13 km.
Donc on était protégé du vent relativement, puis c'était super beau. Donc beau coucher de soleil, puis des étoiles au retour. Bon. Que Anne n'a pas vu parce qu'elle avait des grosses lunettes de ski. Ah, fait que là, t'as pas vu les... Mais c'est ça, les lunettes de ski à Cryo, je pense que c'est quand même un must pour certains. Toi, t'avais-tu les lunettes? Moi, j'étais allé sans lunettes l'année passée, puis je me suis pas glacé les yeux. Ça a bien été, toi? J'avais des lunettes de soleil que j'ai enlevées assez tôt parce que c'est le soir à 16h30. Non, le vent, il y en avait pas tant que ça. Toi qui est connu pour courir minimaliste, courir en sandales, en manches courtes à l'hiver, on t'a vu sur tes photos année après année traverser le fleuve Saint-Laurent en short et en t-shirt. Pour Cryo, est-ce que tu as fait exception à ton minimalisme légendaire? Je suis arrivé en short, on m'a forcé à mettre des pantalons. Mais j'étais fâché sur le coup, puis après j'ai compris quand ils ont expliqué les conditions. Donc, mais sur la portion qu'on a faite, j'aurais pu le faire en short, je pense, vu qu'on était protégé du vent. Mais en même temps, les conditions auraient pu changer très vite. Ils disaient que c'était des lignes de grains qui passaient, il y en avait déjà eu 2. Il aurait pu y en avoir une 3e. Donc avec des conditions de blizzard. Donc bon, j'ai pas regretté, mais ça faisait des années que j'avais pas couru en pantalon. Donc c'est difficile. C'est lourd, c'est encombrant. Qui ici trouve que les pantalons sont encombrants l'hiver à moins 30? Ah, Anne aussi, ok. Est-ce que c'était des conditions de raquette hier ou ça se faisait en espadrille? C'était limite. Ok. Ouais. À l'aller, il y avait pas eu encore trop de neige accumulée ou soufflée par le vent. Au retour, ça commençait à patiner pas mal. Donc je me suis fait doubler par pas mal de monde en raquette. Et après par du monde en chaussures. Donc là j'étais frustré. Mais ils faisaient la micro-cryo. Ah ok. Donc ils faisaient juste 13 km. Donc ça m'a un petit peu rassuré. Mais non, en raquette ils allaient vraiment plus vite. Ouais, c'est ça. Sauf Eric Dehay qui a fini 2 ou 3e en chaussures. Ok. Donc bon, ça dépend de qui porte les chaussures. Ouais, c'est ça. Ben c'est ça qu'Eric. En fait, c'est drôle. Eric, moi c'est mon coach. On se parle souvent. Puis il cherchait un challenge pour le sortir de sa zone de confort parce que tu sais, Eric c'est un gars qui a performé beaucoup dans les backyards, mais avant ça dans les courses très très chaudes, Badwater et tout. Puis depuis qu'il a fait ces acclimatations là extrêmes à de la chaleur extrême, il a comme perdu cette capacité à tolérer le froid. Puis je pense que c'était un challenge pour lui de justement faire un défi hivernal. Puis ça s'est bien passé. Il a terminé 3e. Sa notion de confort doit quand même être un petit peu étrange. Oui, effectivement, c'est bien différent, mais écoute, il s'est challengé puis il a monté sur la 3e marche. Très impressionnant. Fait que félicitations à tout le monde qui écoute, qui ont participé, que ce soit la micro-cryo, que ce soit le cryo, la grande traversée, le vélo de montagne, le fat bike, le ski de fond. Et cette année, parce qu'on se rappelle que cryo, c'est une course qui est caritative, on ramasse des fonds pour la fondation Sur la Pointe des Pieds. On permet à des jeunes d'aller faire des expéditions, des aventures. Cette fondation-là, si vous connaissez pas Sur la Pointe des Pieds, allez lire ça, c'est exceptionnel ce qu'ils font. 331 000 $ amassés. Je pense que ça mérite une main d'applaudissement. C'est immense. Ouais, ils font des expéditions thérapeutiques, j'aime le terme, puis encadrés par des médecins parce que c'est pas des jeunes en rémission, c'est des jeunes qui sont malades, donc atteints du cancer. Donc c'est tout un défi d'organiser ça, mais qui leur change la vie, à défaut de leur sauver la vie, ou peut-être, je sais pas. Mais très belle organisation. Exact. On sait l'effet que le plein air, les aventures, les courses peut faire sur nous. Imaginez sur des jeunes qui sont malades, qui souvent vont passer beaucoup de temps dans des centres hospitaliers et tout, là, de pouvoir sortir, c'est fou ce que cette fondation-là fait. Est-ce que tu avais vu le petit documentaire qu'ils ont fait sur Radio Cannes, qui est disponible gratuitement, vous pourrez aller le voir, là, ça donne une belle idée. Ça change des vies, littéralement. On aime ça faire des courses qui ont une valeur. Tu sais, t'as fait Bromont Ultra quelques fois. Il y a ça aussi. C'est rien contre les autres événements. Tous les événements ont des belles causes, des belles vocations. Mais quand il y a un côté caritatif, on donne un sens à nos affaires qui ont pas toujours du sens. On parle en termes d'entraînement, de distance. Des fois, on se dit pourquoi je fais ça. Ben, quand tu fais une course comme Cryo Bromont, ben ça donne un why supplémentaire. Je voudrais faire un petit mot aussi pour Jean-Charles Fortin, qui est le directeur de la Fondation Sur la Pointe des Pieds, qui était vraiment triste hier que la traversée se fasse pas au complet. Il l'a vraiment mal pris parce qu'il voulait vraiment offrir cette expérience aux coureurs. Puis il a eu du mal à passer par-dessus ça. Il commençait à aller un petit peu mieux vers la fin, mais j'ai pas eu le temps de lui dire, souviens-toi pourquoi tu fais cette course, pas pour traverser le lac. C'est une bonne excuse, mais c'est pour les jeunes. Non, c'est ça. Puis au final, c'est la sécurité des coureurs. Puis l'année passée, c'était extrême comme condition, comme ça l'était peut-être cette année avec la traversée si ça avait été le parcours intégral. Mais tu sais, 80% d'abandon l'année passée. Les sauvetages en motoneige, c'est complexe ça aussi. L'année passée, il y avait des motoneiges qui avaient manqué d'essence parce qu'il y avait trop fait d'aller-retour. Donc, parfois, il faut se dire, on aurait voulu faire le 37 km l'intégral, mais pour le bien de tout le monde, pour avoir une belle expérience aussi, pour que les bénévoles brûlent pas leur skidoo manque d'essence en plein milieu du lac, pour toutes ces raisons-là, si les tentes volaient,
probablement que les coureurs auraient aussi revolé, là. Ouais, les skidoo revolaient. Ouais, c'est pas bon signe. Sur les bosses, ils sentaient le vent qui les poussait. Ouais. C'est lourd, un skidoo. Quand ça part au vent, tu te dis que le coureur ou le skieur ou... On dit souvent en trail que la montagne a toujours raison, mais là, dans ce cas-ci, le lac a toujours raison. Parlons de complètement autre chose. Ouais. Après le froid de Cryo, la chaleur de la Floride. Ouais. Je pense que faut vivre sous une roche pour pas savoir qu'est-ce que tu prépares comme projet parce que ça fait plusieurs mois que t'en parles. Il y a beaucoup de médias qui en ont parlé. Oui. T'as une super couverture. Puis moi, mon défi aujourd'hui, ça va être de t'amener sur des angles différents parce que t'en as parlé beaucoup. Donc, on va essayer d'aller ailleurs. Puis on a des publics qui vont avoir plein de bonnes questions pour toi. Mais avant toute chose, parle-nous de cette aventure-là, pour ceux qui peut-être sont pas encore au courant. OK. Dans 6 jours, 7, faut que j'apprenne à compter. 3 au moment où la diffusion va être faite, mais 7 pour les gens qui sont ici. Donc le dimanche 26 février, nous serons dans l'avion avec Anne. Je quittais Montréal pour aller jusqu'à Key West. Pourquoi Key West? Parce que c'est la pointe la plus au sud des États-Unis continentaux. Et le lendemain matin, parce que les hôtels coûtent très cher, on part d'ici littéralement en courant pour remonter vers le nord. De toute façon, il n'y a pas d'autre direction, à moins de nager vers Cuba. Mais moi et l'eau, c'est non. Donc c'est clairement d'abord la route et ensuite les sentiers. Remonter toute la Floride, passer en Alabama, passer en Georgie, rejoindre le début du sentier des Appalaches. Donc ça fait un petit détour, si vous n'avez pas la carte en tête, du sud de la Floride jusqu'au début du sentier des Appalaches, c'est 3000 km. Là, le sentier des Appalaches commence, il fait 3500 km à peu près. Une fois que je serai arrivé au bout du sentier des Appalaches, ça continue avec le sentier international des Appalaches, donc qui est pas trop connu dans le Maine ni au Nouveau-Brunswick, mais qui est très connu au Québec maintenant avec le GR1. Ouais. Donc, je vais passer la frontière à pied, remonter un peu au Nouveau-Brunswick, arriver à Matapédia, et là terminer par le plus beau, les 650 derniers kilomètres du GR1 jusqu'à la pointe de Forillon. Donc, le sentier s'arrête à la pointe du bout du monde. Puis bout du monde, c'est en langue micmac, c'est Gaspeg. Gaspésie vient de là. Donc je trouve que c'est un bel endroit pour terminer. Tu pars de la pointe sud, puis t'arrêtes quand le sentier s'arrête, puis il y a une falaise. Donc ça fait 7745 km officiellement. Moi je compte 8000 parce que je me perds souvent, donc ça va en rajouter. Et pour ceux qui aiment les chiffres, 160 km de D+. Donc, je vais faire un 100 000 vertical. 160 000 mètres de dénivelé positif. Ouais. Wow. Voilà. 5 mois environ. C'est difficile de comprendre ça. Il y a des gens qui font l'Appalachian Trail, le 3500 km, il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus. C'est extrêmement intense de le faire à la course. Il y a des gens qui ont fait le SIA, j'en ai reçu, en fait, à peu près tous ceux qui l'ont fait sont passés au podcast, mais encore là, quelque chose d'extrême. C'est 650 km qui sont extrêmement exigeants du dénivelé, de la technicité. Toi, tu vas entrer dans ce SIA-là qui est rendu très connu avec quelques 6000 km dans les jambes. Oui. C'est combien de temps t'évalues que ça va te prendre de faire ça? Au total, 5 mois. Et je pense d'après ma règle de 3, parce que le 5 mois, ça a été calculé, c'est un peu arbitraire. Il fallait que je me donne un objectif pour commencer à calculer tout le reste. Donc, ce qui fait que je me suis donné, je crois, 2 semaines et quelques pour faire le GR1. Okay. Donc, seulement. Donc, j'aurai à peu près donc 6500, 7000 km dans les jambes, mais normalement je devrais être vraiment préparé quand je vais arriver là. Ouais, c'est ça. C'est de l'avantage. Si je suis pas, j'aurais cassé avant. Donc quand je vais attaquer le GR1, je serai plus entraîné que jamais. Que je serai jamais dans ma vie probablement. Un beau taper avant 4 mois de non, du conditionnement très très intense. Puis la partie physique, c'est juste une partie du problème. Ah oui. C'est plus le fast packing qui est la grosse partie de mon souci. Exact, c'est que j'ai l'impression qu'à préparer une aventure comme ça, la course devient la portion la plus intense physiquement, bien sûr, mais la portion la plus simple à planifier, faut mettre un pied devant l'autre. Il y a tout le reste autour de cette aventure-là qui est complexe. La logistique de sortir de sa vie pendant 5-6 mois, de prendre un pas de côté, puis la vie doit continuer. On voit ici tes beaux enfants qui sont ici, une vie de famille, une vie de couple, un emploi, des occupations. Là, c'est de prendre un pas de côté de ça, puis pas le mettre en pause, mais c'est complètement sortir de son quotidien. Ça fait combien de temps que tu penses à ce projet-là, puis combien de temps tu le planifies? J'y pense sérieusement depuis, je crois, octobre 2021. Donc ça fait presque 1 an et demi quand même. Et c'était le temps nécessaire, non pas pour me préparer physiquement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour se préparer à ça. Il y en a qui commencent à sortir les Appalaches, pas entraînés. Puis s'ils le terminent, ils sont en forme à la fin. Donc je suis entraîné, donc je pouvais rien faire de plus.
Par contre, effectivement, là, moi, je dis sans arrêt que je prends des vacances de tout. Mhm. De tout, absolument tout. C'est-à-dire, tout ce qui doit me rester à faire, c'est manger, dormir, avancer. C'est les 3 seuls trucs qui vont arriver dans ma vie pendant 5 mois. Tout le reste, que ce soit Anne, les enfants, l'école, le toit qui coule, la voiture qui tombe en panne, les impôts, c'est pas mon problème. Il faut pas que faut pas que ça devienne un problème pendant 5 mois, parce que si la vie normale interfère avec ma course de manière importante, bah, c'est là où je vais devoir interrompre ou arrêter. Ouais. Donc, il faut que le monde continue à tourner, mon monde, là. Le monde va continuer à tourner sans moi, là. Mais mon monde puisse continuer à tourner pendant 5 mois en mon absence. Fait que je pense que c'est ça qui demande le plus de temps de préparation, c'est de préparer ce 6 mois-là. Oui. Tu dis, aussi niaiseux, j'avais pas pensé, les impôts. Oui. Aussi niaiseux. C'est la période des impôts, je pars juste avant de recevoir tous les papiers. Sauve juste avant. Non, j'ai appelé mon comptable, puis il m'a dit, non, mais tu pourras le faire en ligne. J'ai pas envie de le faire en ligne, mais ok, je vais aller télécharger les PDF, puis t'envoyer ça quelque part depuis la Floride, parce que je les aurais pas avant. Non, c'est ça. Puis je lui ai dit, est-ce qu'on peut repousser, ou juste, je fais juste payer une partie des impôts, puis il m'a dit, non, c'est trop compliqué, il va falloir que tu fasses 3 déclarations. Donc, ok, j'en ferai une depuis la Floride, quelque part sur le sentier. Donc, on n'échappe pas tout à fait aux impôts. Non, c'est ça, hein. Jamais. Est-ce que ça a été fait par le passé, de Key West à Forillon? Oui. Ouais. Ouais. Ça a été fait pour la première fois en 97. OK. Un Américain qui s'appelait John Brinda. Et puis, donc, replacez-vous en 97. Je pense qu'il a pas fait en une seule saison. Il a fait sur 2 saisons parce qu'à un moment, la météo a fini par le rattraper. Et imaginez le GR1 il y a 25 ans. Il est déjà difficile maintenant. Il y a 25 ans, je sais pas. Mais ce qui existait, il était tracé? Probablement en partie. C'est pas exactement le même parcours que je vais faire maintenant qui existait il y a 25 ans ou qui était disponible. Il a évolué parce que j'ai pas inventé le tracé. Hein. Non, ça s'appelle le Eastern Continental Trail. Maintenant, il connecte des sentiers qui sont tous officiels. Il y a des portions de route au milieu, mais c'est un tracé qui est connu et documenté. Okay. Par contre, qui a pas été fait très souvent. Ça a été fait peut-être environ une fois par an. Okay. Puis même là, il y a pas c'est pas qu'il y a pas de preuves, c'est comme ceux qui le font ont aucune obligation de s'enregistrer ou de documenter ce qu'ils font. Donc c'est estimé qu'il y a à peu près 25 personnes qui l'ont fait, donc environ une par an. Si je pense que c'est que des hommes pour l'instant, j'ai entendu aucune femme qui l'aurait fait. Puis j'en ai trouvé 5-6 avérés qui l'ont fait puis qui ont documenté un petit peu. OK, donc t'as pu te baser sur les écrits, les apprentissages que ces gens l'ont fait sur le parcours? Ouais, parce que le sentier des Appalaches, lui, bon, il est très documenté. Puis il y a 25 ans, il était quand même pas mal moins, un petit peu moins pratiqué, mais là, maintenant, c'est pas que c'est une autoroute, mais il y a des ressources à la tonne. Ouais, c'est la portion avant puis la portion après qui sont un petit peu plus, où je vais me retrouver tout seul. Ben, j'ai l'impression que, comme tu dis, Sentier des Appalaches, très connu, la portion entre la fin officielle dans le Maine et le début du SIA, bon, il y a pas grand monde. Moins occupé, mais c'est pas un tracé qui est si long que ça. Puis après ça, le SIA est très connu, mais le avant, moi, ça me surprend, j'avais pas fait les calculs, le 3000 km, c'est plus du tiers du parcours. C'est vraiment surprenant. Puis je voyais ta map, puis c'est pas une allée directe, il y a vraiment, tu vas te promener en Floride, là. Ouais. Puis le sentier, c'est pas un tracé artificiel, mais il y a quand même des endroits où il y a pas de sentier. Okay. Donc la Floride, déjà Key West au début, ça va être sur la route. Ouais. Donc où l'accotement, c'est une sorte de piste cyclable, mais c'est à côté des voitures parce qu'on est sur des ponts. Ouais. Donc on est loin du sentier. Après on fait quand même le Florida Trail. Okay. Donc ce sera dans les marécages avec les alligators, beaucoup plus de moustiques que d'alligators, toutes ces choses-là. Et après il y aura une portion route en Alabama, donc dans le sud de l'Alabama, parce que là il y a juste pas de sentier, mais ils appellent ça the connector. C'est pour connecter les sentiers existants avec les parcs qui sont au nord de l'Alabama. Mm-hmm. Donc il y a pas de sentier continu, mais ça permet quand même de, en gros, suivre toutes les Appalaches du sud au nord. Puis moi, en fait, l'idée, je l'avais eue pour la première fois en 2014. Donc c'était Pierre Lequien que t'as déjà reçu, je pense ici d'ailleurs. C'était pas ici, mais c'est un épisode devant le public. Ouais, c'est ça. Hein. Le roi du 100 000 pour le 100e épisode. Ouais. Et en 2014, on a fait 15 heures de route pour aller faire Massanutten en Virginie. Ouais. Donc on avait pas mal de temps pour parler. Et puis lui m'avait dit qu'il voulait faire à un moment le Sentier des Appalaches. Okay. Que je connaissais pas. Donc je pense que j'avais jamais entendu parler. Puis là, après, je m'étais renseigné en disant, ça a l'air cool, mais où est-ce que ça commence? Puis ça commence au milieu des Appalaches, puis ça termine au sommet d'une montagne. Exact. C'est comme complètement absurde. Ouais. Il faut que tu fasses, je pense, 11 kilomètres de sentier pour commencer le sentier des Appalaches. Donc,
déjà il y a un problème. Oui. Le sentier officiel versus l'aspect géographique de la chose, géologique de la chose, et c'est deux. Donc dès 2014, je m'étais dit, je veux commencer le sentier le plus loin au sud possible. Puis les Appalaches commencent clairement pas en Floride, donc il y a un abus de langage et géographique majeur, mais c'est pas grave. Je trouve que géographiquement, c'est beau de partir de la pointe la plus au sud, puis de connecter avec les Appalaches plus ou moins quelque part en Alabama, je crois officiellement, puis de terminer tout au nord. Je me rappelle quand je t'avais reçu, puis quand tu parlais de ce que tu avais fait de Percé-Montréal, il y avait un aspect extrêmement simple. L'aspect simplicité de dire, je prends l'autobus, je me rends à Percé, et je rentre à la maison. Là, je sens qu'il y a encore ce côté-là ultra simple de dire, c'est pas simple, on s'entend, je suis pas en train de dire que ce que tu vas faire est simple, mais c'est simple, la façon de le décrire, je pars de la pointe la plus au sud de l'Amérique du Nord continentale, les États-Unis continentaux, et je termine au bout du monde. C'est une ligne bien claire. Cette ligne-là est immense et tout ce qui vient avec est compliqué, mais est-ce qu'il y a cette recherche-là de... Géographiquement, c'était beau, Percé-Montréal. Je me rappelle, on en avait parlé. C'est une ligne droite. Là, il y a encore ça qui est... Pour moi, c'est essentiel pour moi. Je pense que t'en avais parlé. Quand j'avais fait Percé-Montréal, après, je savais que je voulais me trouver quelque chose de plus long. Puis j'avais pensé traverser le Canada parce que à un moment tu veux faire plus que 1000 kilomètres. Bon, à part tourner en rond au Québec dans tous les sens, c'est faisable. Mais je t'ai dit traverser un continent. Puis, par défaut, un continent, on le traverse d'est en ouest ou d'ouest en est. Puis donc, traverser le Canada. Mais ça avait pas cliqué. C'est comme, ok, peut-être. C'est une bonne distance, mais au milieu, c'est encore de la route, puis encore des camions, puis bof. Mais quand je me suis souvenu de cette idée que j'avais eue en 2014, là, ça a fait clic. Parce que c'est un tracé qui, géographiquement, a du sens. Donc puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois il me faut un tracé qui géographiquement ait une signification ou soit logique, puis que t'aies pas besoin d'expliquer, c'est pas très compliqué là. Non, c'est ça. Tu remontes l'est du continent par les montagnes. Bon, ok. Bon, il se trouve que ça fait 8000 kilomètres, donc c'est un peu plus long que traverser le Canada. Ça dépend par où on passe. Mais ça, à partir de ce moment-là où j'ai vu qu'il y avait le Eastern Continental Trail qui existait, donc en octobre, j'ai cette idée dans la tête tous les jours. Donc là, il est temps que je le fasse pour m'en débarrasser. C'est ça. Est-ce que t'as eu l'idée, c'est resté en tête. Est-ce que t'as tenté de la chasser, cette idée-là, de se dire, ça vient, je pourrais traverser l'Amérique. Puis là, tu te dis, bon, ça n'a pas de sens, faut que le travail, la maison, la vie, Puis là, tu y revenais tout le temps. Est-ce que t'as tenté de le chasser ou dès que t'as eu l'idée, tu t'es dit, je vais le faire, la question c'est quand? Dès que j'ai eu l'idée, j'en ai parlé à Anne pour voir si c'était viable parce que Percé-Montréal, ça rentrait sur des vacances. Il m'a fallu 2 semaines. Donc, c'était long. C'est pas les idées de vacances de tout le monde de passer 2 semaines à courir, mais c'est au niveau logistique, c'est relativement simple. Mais là, je savais que ça allait impliquer, pour moi, ça va être difficile, mais ce sera quand même très, très simple. Mais ça implique plein de monde qui n'ont rien demandé. Donc, Anne, les enfants, mes parents, mes amis, le travail, peu importe. Il y a personne qui a rien demandé, puis moi, je leur impose ça. Et donc, il y avait quand même quelques étapes à franchir pour voir si c'était viable. Donc, outre moi, est-ce que Anne accepte que je parte pendant des mois, puis que je la laisse avec 4 enfants? Il y en a quand même 3 qui sont pas à elle. C'est quand même un petit détail. Est-ce que les enfants acceptent que je m'en aille pendant 5 mois? Toujours plus ou moins. Non, ça, il dit non. Mais... On voit ceux qui écoutent, on vous les voyez pas, mais on a compris non. Il y avait mon ex-femme aussi, la mère de mes enfants, donc à qui j'en ai parlé. C'est important parce que je veux pas que ça ait beaucoup d'impact sur elle, mais forcément ça pourrait en avoir. Puis ça lui a pris quelques semaines de réflexion, mais donc avec certaines balises à respecter, normal. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé il y a plus d'1 an à tous ceux qui étaient vraiment proches. Puis j'en ai parlé à mes parents. Aïe. C'était probablement la pire réaction que j'ai jamais eue. Est-ce que tes parents sont ici au Canada ou sont en Europe? En France. Ils sont en France, c'est ça. Fait qu'en plus, il y a cette distance-là qui doit exacerber toutes ces émotions-là. Ça a été horrible. Ah ouais? Ouais, ça a été horrible jusqu'au mois de janvier cette année. Donc, mon père a pas beaucoup dormi, je pense, en 2022, jusqu'à ce que je l'engueule il y a quelques semaines. Puis là, il a bien dormi. OK. Donc, ça a été long avant que je trouve comment contrôler mon papa. Donc, il fallait l'engueuler, puis ça a marché. Donc, je sais pas si ça marche avec tous les papas, mais avec le mien, après, il a dit, j'ai très bien dormi, merci. Bon, ok, très bien. Il était très anxieux. En même temps, je comprends. Mais ils vont venir 5 semaines aider Anne et les enfants, donc les enfants sont contents. Moi aussi. Donc, ça a servi quelque chose
de lui parler dans le casque. Ben non, c'est ça. Ben, en même temps, je peux comprendre, tu sais, c'est quelque chose qui est immense. Anne, j'ai le goût de t'amener, t'es là, tu bois une bière, pourquoi pas. J'aimerais ça, on peut, là, on va s'arranger. Ben oui. Un petit peu plus petite, donc je vais... Quand Yoann il dit t'étais la première à qui en a parlé, quand il était arrivé avec cette idée-là, j'aimerais ça que tu nous racontes ce moment-là de faut que je te parle, j'ai une idée. Toi, je veux dire, on connaît le bonhomme. Tu sais qu'il est pas en train de te dire on prend aller en vacances à Cape Cod. Moi, je l'aime cette question-là parce que je pense qu'à la base de notre couple, on est des gens qui carburons au projet. Puis je pense que si il y a une image à donner de notre couple, c'est vraiment celle de l'étincelle. C'est-à-dire, si moi j'ai un projet, Yoann va mettre son feu pour qu'on puisse comme ensemble réaliser quelque chose de beau. Et puis de la même façon, moi, si Yoann vient me voir puis il me dit, écoute, moi j'ai un projet, ça m'allume, c'est sûr et certain que spontanément, j'ai réagi en étant tellement optimiste parce que dans la vie, je suis comme Yoann, j'aime vraiment ça. J'aime me lancer dans des aventures, j'aime que ma vie soit pas ordinaire. Puis si je peux trouver une façon, peu importe c'est quoi sa forme, d'avoir un défi, je le fais. Fait que c'est sûr que j'avais tout de suite, j'ai eu beaucoup d'empathie puis je me suis mis dans la peau de Yoann puis je me suis dit moi, j'aimerais faire ça. Puis moi j'écris également, donc de temps en temps, j'ai besoin moi aussi de temps pour moi. Et je pense que dans quelques mois, il se peut qu'à mon tour, j'aille voir Yoann et je lui dise « Sais-tu quoi? J'aimerais écrire un roman. J'ai reçu une bourse pour écrire dans une petite maison dans les bois pendant quelques mois. Eh ben, c'est mon tour. Ciao, bye. Donc, c'est ça. Donc, ça va être dur de dire non à ça. Oui, Yoann a ses projets, mais moi également aussi, j'ai mes projets. Et je pense que l'un et l'autre, on a envie de s'aider dans nos projets. C'est ça. Ton rôle dans tout ça, parce que Yoann, je t'ai entendu, je pense que c'est justement au podcast avec Jeff que tu disais, moi je ne fais que courir. Dans le sens que le projet, une fois qu'il est parti, on part de Key West, on monte, puis s'il y a pas de pépins, on se rend jusqu'à Forillon, on court, on reviendra, c'est quoi le plan de match. Mais autour, il y a toute une logistique qui se crée. Yoann en a parlé tantôt, mais il y a aussi un support à distance. On se rappelle que Percé Montréal, t'avais commencé ce support-là à distance, finalement tu l'as fini sur place. C'est quoi le plan de match de ton rôle dans ça? Tu commences avec lui, mais après? Ben, je commence avec Yoann, mais je vais rester avec Yoann, c'est-à-dire que j'agirai en tour de contrôle. Okay. Donc, je vais remplacer Yoann dans les médias sociaux pour les prochains mois. Donc, si jamais vous écrivez à Yoann, vous voulez avoir des informations, ça va être moi qui vais répondre. Je vais alimenter aussi notre site Ko-fi. Ouais. Donc, si vous voulez vraiment suivre l'aventure, abonnez-vous. Je vais diffuser de la vidéo quand Yoann va m'envoyer, que ce soit des photos, peut-être juste un enregistrement sonore. Donc moi, je vais alimenter Ko-fi pour que les gens puissent vraiment suivre l'aventure. Donc je serai là pour documenter. Et je serai là, bien entendu, pour surveiller la balise et essayer de pas trop m'en faire. Parce que j'ai appris de mon expérience. Puis avec Percé Mont-Royal, je m'en suis vraiment fait. Tu sais, je me souviens d'un moment où il était peut-être comme, disons, 11 heures du soir, là, 23 heures, j'étais en train de surveiller la balise GPS et là, je me suis aperçue que ça faisait, disons, 1h30 que la balise n'avançait pas. Yoann était sur le long de l'autoroute. Là, j'imaginais les camions qui passaient. Yoann en gougoune, avec dans le noir, pas de lumière. Écoute, je m'en suis tellement fait pendant le Percé Mont-Royal que je pense que j'ai atteint un summum. Et maintenant, je pense qu'on va, je vais parvenir à me détacher de ça. J'ai confiance. Yoann sera pas tout le temps gougoune. Il sera intelligent. Il sera intelligent. La trail, les montagnes, les sentiers, il peut se passer plein de choses, mais j'ai l'impression que un bord d'autoroute, c'est quasiment plus dangereux que de rencontrer un ours dans l'Appalachian Trail. Puis on a eu j'allais dire un bel exemple. On a eu un exemple tragique de ça parce que Yoann t'a fait Percé Mont-Royal à se faire passer à côté par des vannes. Antonin Lausière en a parlé aussi quand il a fait son grand tour de la Gaspésie. Des vannes passent. Et Richard Roy du podcast C'est quoi ton why? Malheureusement, faisait ce même genre de projet-là où on court longtemps sur le bord d'une route et s'est fait happer par un automobile. Il est correct, Richard. Bon, il est blessé et tout. On y envoie plein d'ondes positives, mais il a survécu, mais ça aurait pu être fatal. C'est un rappel que ces genres de projets-là,
Johan a été chanceux, Antonin a été chanceux, Richard l'a été un peu moins, ça peut arriver. Là, bon, il peut se passer plein d'autres choses, mais au moins, il n'y a pas de van dans l'Appalachian Trail. Ben, tout à fait. Puis c'est pour ça que je suis extrêmement zen par rapport à ça, parce que je le sais, un sentier, écoute, c'est un sentier. T'avances, puis Johan va prendre ça très relax et vous racontera, là, mais tu sais, tu fais simplement avancer. Alors que le long de l'autoroute, je me souviens très bien des camions qui nous happaient quand on courait, puis c'était vraiment très périlleux. Voilà. Ben écoute, fait qu'on va te suivre, on va suivre Johan, mais à travers tes écrits, c'est toi qui vas te documenter. Oui, je serai documentaliste. Oui, c'est ça. Regarde, une corde de plus à ton arc. Ben oui. Johan, j'ai goût de te ramener. J'ai fait partie du secret des dieux. J'ai été chanceux parce que quand j'étais allé à Longueuil, on avait enregistré l'épisode avec Isabelle, votre retour du Mexique avec les Raramuri. Tu m'avais raconté ce projet-là. Puis tu m'avais dit, je cherche une manière de le documenter. Est-ce que ça sera le documentaire, la GoPro, est-ce que ça sera l'audio? Est-ce que tu as trouvé comment t'allais documenter? Est-ce qu'il y a un projet de livre associé à ce projet-là? Tu sais, on le sait que on vit tes aventures à travers ton art aussi, que ce soit la photographie, que ce soit tes écrits. Tu vas utiliser ces aventures de fou-là pour nous raconter des choses d'une manière qui est le fun, puis tu nous plonges dans tes récits comme ça. C'est quoi le plan pour ce 8000 km-là? Effectivement, c'est un autre aspect essentiel. Donc, je sais qu'il y en a qui préfèrent faire ça discrètement. Donc, c'est une autre approche. Puis, j'ai même reçu un courriel, quelqu'un qui m'a reproché de publiciser ce que j'allais faire, parce que tout est faisable sur les sentiers. Puis sentier des Appalaches en particulier, il y a l'air d'y avoir une aura, ou en tout cas il y a quelques-uns qui le défendent de manière très intense. En même temps, tu t'en vas pas jeter tes papiers de bord non, je vais laisser potentiellement documenter. Je vais laisser zéro trace. Mais il y en a qui abordent ce genre de choses. Il faudrait pas en parler. Moi, je trouve ça absurde. Comme chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, ça m'aide d'en parler. J'y vais pour vivre des histoires et les ramener puis les raconter. Donc le projet de livre, il y en a un dans ma tête, mais j'ai même pas approché la maison d'édition encore cette fois-ci. En fait, je pense que je vais leur parler juste la semaine prochaine pour leur dire, gardez-moi une place si jamais j'arrive au bout, pour voir à quelle vitesse on peut enclencher le projet. Parce qu'un livre, déjà, il faut des mois pour l'écrire, mais pour le publier, etc., normalement, c'est un an ou deux. Donc, ça s'est fait extrêmement vite entre ton Percé Montréal puis la sortie, puis tu nous en avais parlé quand tu étais venu au podcast la première fois, puis ça s'était fait à vitesse grand V avec une pause complète du travail pour faire ça et tout. Puis ça s'était fait quoi? Le livre est sorti un an après? Un petit peu moins, même pas. Il était sorti au mois de mars. D'habitude, c'est quoi? C'est 2-3 ans que ça peut prendre, là? Donc là, si je laisse les choses se faire à un rythme normal, donc je ferai ça en 2023, il y aurait pas de livre avant 2025. C'est pas dramatique parce que l'aventure est intemporelle, mais ce serait mieux de sortir plus tôt idéalement, pour autant que l'histoire est relativement fraîche. Donc je vais quand même les contacter pour voir si jamais j'arrive au bout à quelle vitesse je peux le sortir, puis on verra. Mais pour l'instant, je préfère même pas trop m'inquiéter avec un projet de livre, on verra après. Le documentaire, par contre, c'est pas simple. Pas simple parce que je vais partir avec mon téléphone et une GoPro. Puis je pense que ça va être tout, ce qui va permettre de documenter ce qui m'arrive sur place. Puis je pense que ce sera suffisant parce que de toute façon, je serai pas très beau à voir, donc vaut mieux pas trop une caméra de grande qualité. Mais ce sera vraiment pris sur le terrain. Et ma grande difficulté, ça va être de filmer quand ça va vraiment mal. Puis j'ai retrouvé d'ailleurs, je sais pas si t'as vu l'émission Les Crinqués. Donc Jérôme Binette m'avait demandé, est-ce que t'as des images de ton Percé Montréal? J'avais prévu de filmer, puis j'ai tenu 3 jours, que quand ça a commencé à aller mal, le premier truc qui a pris le bord, c'est comme je veux plus filmer. Mais quand j'ai fouillé, j'ai retrouvé des trucs que j'avais oubliés, que j'avais filmé le 3e jour. Enfin, 3 jours sur 15. C'est ça. Avant que ça se mette à aller mal. Ça commençait à aller mal. J'ai regardé les vidéos pour voir, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, je me souviens plus. Quand j'ai vu la tête que j'avais au bout de 3 jours, c'est comme, j'aurais dû continuer parce que vraiment, j'avais déjà une tête de déterré et c'était juste le début. Donc, il faut que je me souvienne de ça pour filmer quand ça va vraiment mal. Puis ça va être un effort il faut que je documente, même si ça me tente pas, même si je m'en souviendrai pas, parce qu'après, quand je vais le ressortir, ça va être vraiment intéressant. Mais l'autre partie qu'on veut documenter, c'est parce que sur le terrain, une course, même si elle dure 8000 km, 5 mois, on sait ce qui va se passer. Ça va être long, il va faire trop chaud, trop froid, je vais avoir faim, froid, je serai fatigué, j'aurai mal partout, je sais pas quand, mais ça va arriver. Il y aura pas de grande surprise. Par contre, qu'est-ce qui va se passer à la maison pendant mon absence? Tout ce que je ne dois pas savoir, je le sais pas.
je veux pas le savoir pendant, mais après, moi, je veux le savoir, mais ce serait super intéressant de montrer comment ça s'est passé, l'envers du décor, puis c'est ça qu'on veut documenter, surtout parce que j'ai pas regardé tous les documentaires sportifs loin de là, j'en ai regardé quelques-uns, mais souvent les documentaires sur des aventures ou du sport, tu vois l'aventure elle-même, donc la logistique, la préparation, donc comment on prépare le traîneau pour atteindre le pôle sud, comment on prépare le matériel pour monter l'Everest ou le K2 ou peu importe, ou comment on fait pour monter El Capitan, etc. Tu vois le début, tu vois l'aventure, quand le ou l'exploratrice atteint l'objectif, fin du documentaire. Ouais. Comme, OK. Puis des fois, quand t'as de la chance, t'as un 5 minutes où on interroge la femme ou le mari, puis c'est comme, bon, ben, qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben, je suis d'accord avec ce qu'il fait, puis je le supporte. Après, on le voit plus. Ouais. Comme, ouais, mais... Alors que des fois, l'après est quasiment plus intéressant. Ouais, puis moi, le pendant, qu'est-ce qui se passe pendant que l'autre est sur l'Everest ou le K2? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Donc, il a mis de côté, comme moi je vais faire, puis que ça l'impacte pas, puis que ça, là, moi, je risque pas ma vie en sentier des Appalaches. Non, mais quand tu fais une montagne, faut que tu aies toute ta tête sur ce que tu fais. Exact. Quand tu fais un 8000 mètres ou autre, donc la vie quotidienne ne doit pas t'impacter. Pourtant, il s'en passe des choses. Ah oui. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, j'ai pas vu de documentaire qui couvrait ça. Donc là, je trouve ça super intéressant, surtout parce que, justement, il y a 4 enfants, il y a une famille. Si quelqu'un décide de se lancer dans une aventure, quelle qu'elle soit, pas forcément à 8000 km, une aventure en fonction de ses capacités, est-ce que c'est faisable? Comment tu fais pour t'organiser? Moi, j'ai essayé de m'organiser. J'espère que ça va fonctionner. On verra si ça fonctionne. Puis si ça fonctionne, voici une manière de le faire, mais voici les conséquences possibles de cette aventure-là. Ouais. Donc, il y a sur moi, mais sur la famille, l'entourage, etc. Ce sera pas tout rose. Ça va peut-être faire des dégâts, mais il faut essayer pour savoir. Est-ce que tu as eu la conversation, que ce soit avec Anne, avec tes enfants, avec la mère de tes enfants, sur ce que tu veux savoir et pas savoir? Tu sais, moi, souvent, quand les gens me demandent des conseils, je fais ma première longue distance, je vais avoir un crew, c'est quoi tes conseils? C'est jamais des conseils logistiques. Tu le sais ce que tu as besoin. Traîne-toi une deuxième paire d'espadrilles, deuxième paire de bas. Mais, aie la conversation avec ton conjoint, ta conjointe, peu importe tes amis qui font ton crew. Parce que, quand t'es dedans, tu files comme de la merde puis tu vas abandonner, faut que tu aies eu la discussion en amont. Moi, je vais dire, ma blonde, elle le sait maintenant, elle l'a fait plusieurs fois, c'est rendu une pro. Si j'ai mal au ventre, si, je sais pas si c'est jamais arrivé, mais si je vomis, c'est tout ça, il y a rien là-dedans que tu peux pas revenir. Ben, si je veux abandonner, rappelle-moi que non, faut pas, c'est pas alors que si je suis blessé, là, t'as le droit de me permettre d'abandonner, mais on est plus rationnel dans un ultra. Donc, des fois, faut briefer notre crew sur jusqu'où on peut aller parce que, puis moi, il y a des courses, j'ai dit à mes parents, ou à ma blonde, la CCC, je l'ai vu une fois dans ma vie, si je suis blessé, mais je peux continuer, rappelez-moi que c'est la seule fois de ma vie que je peux faire ce course-là. Puis celle-là, je vais en finir blessé s'il faut. C'est pas un conseil que je donne. C'était moi mon point de vue. Mon 100 000 aux États-Unis, j'ai mis beaucoup de ma vie de côté pour aller faire ça. Je me sentais égoïste de le faire. Je vais pas traverser l'Amérique pour aller faire un 100 000 puis l'abandonner. Fait que j'étais prêt à le finir vraiment plus amoché que d'autres courses. Mais t'as ces conversations-là. Là, on passe sur 8000 km. Tout ça est exacerbé encore une fois. Mais est-ce que ça a été défini le moment où faut te le mentionner puis faut te ramener à la réalité parce qu'il y a X choses qui se passent? C'est quoi le degré de gravité qu'on se rend qu'il faut te le dire? J'en ai pas du tout parlé. OK. Il reste 7 jours, non? Ouais. Ce dont j'ai parlé, par contre, c'est un petit peu l'inverse. C'est parce que pour l'avoir vécu pendant le Percé Montréal, puis j'avais prévenu Anne quand elle était venue me rejoindre. Tu l'as peut-être pas vécu pendant un 100 miles, parce que je l'avais pas vécu à ce point-là pendant un 100 miles, ou c'est long, ce sont des longues courses, mais ça dure 1 jour et demi, 2 jours, 3 jours, c'est une longue fin de semaine, mais c'est pas si long. Donc tout est relatif, hein. Ouais. Donc puis quand j'ai fait mon 15 jours entre Percé et Montréal, relativement rapidement, ce qui s'était passé, puis j'en étais parfaitement conscient. J'étais pas dans un état second où je savais pas trop ce qui m'arrivait, même si je me souviens pas de tous les détails de cette course-là, loin de là. Mais je m'étais rendu compte très vite que tout ce qui ne me permettait pas d'atteindre l'objectif, donc d'avancer jusqu'au Mont-Royal, était éliminé. OK. Comme n'ayant aucune importance. Parce que ça me permet d'atteindre le Mont-Royal. Mon père qui m'écrit pour me dire de monter dans une voiture pour les 20 derniers kilomètres, il l'a fait. Il l'a fait, ouais. Donc, par exemple, ça me met de côté. Tous les problèmes qu'il y avait pendant 2 semaines, Anne m'écrivait, ça allait pas super bien, elle broyait du noir parce qu'elle était super stressée. C'est plate, mais c'était pas mon problème. Ça me permettait pas d'atteindre le Mont-Royal.
Donc, c'était très pratique pour moi pour avancer. C'est probablement même l'état d'esprit dans lequel il faut être pour avancer, peu importe, parce que ce sera jamais facile. Par contre, c'est horriblement désagréable pour ceux qui sont pas dans cet état d'esprit. Ils sont pas dans le bois, ils sont pas dans l'aventure, ils sont chez eux, puis ils ont la vie quotidienne qui leur tombe dessus. Puis Anne m'écrit, comme c'est pas mon problème. Mm-hmm. Donc, j'ai plus passé ce temps-là à prévenir, même si elle est déjà un petit peu au courant, mais prévenir tout le monde. Comme quand vous allez m'écrire, s'il y a quelque chose qui va pas, ce sera pas mon problème. Mm-hmm. Donc, ils vont mal le prendre, forcément. Et puis, ça pourrait laisser des traces à long terme. Moi, après, quand je vais revenir, je vais retomber dans mon état normal. Pourquoi vous êtes fâché? Ah, parce que quand on t'a écrit, quand on a communiqué avec toi, parce qu'il y a tel truc qui allait pas. Ouais, j'avoue que c'était pas super sympa, mais c'est, je pense, le seul moyen d'avancer pendant 5 mois. Sinon, si ces choses-là m'affectent, je vais juste arrêter, rentrer dans une petite ville le long du sentier, prendre l'autobus, puis rentrer à la maison. Ouais. Donc, si je tombe là-dedans, ça peut faire des dégâts. Donc, il faut que tout le monde soit au courant. Puis toi, t'es capable d'envisager que cette possibilité-là va arriver. Ça se peut que t'aies à mettre une pause sur ce projet-là ou l'arrêter pour quelque chose qui est complètement extérieur. Ça se peut que ce soit, on touche du bois, une blessure, peu importe, il peut y avoir un trouble qui te regarde toi, mais ça peut être de quoi qui est complètement extérieur. Ouais. Toi, t'es prêt à cette éventualité-là aussi? Oui, ça fait partie du jeu sur 5 mois. C'est comme quand tu pars pour une fin de semaine faire un 100 miles, tu te dis, cette fin de semaine-là serait vraiment plate qu'il arrive quelque chose de grave à mes proches, à ma famille, puis que je suis obligé de mettre fin à ma course. Mais tu le ferais. Donc là, c'est comme 5 mois, c'est multiplié par je sais pas combien. Beaucoup, ça peut arriver. Mes parents rajeunissent pas, ils pourraient tomber malades, ils seront là. Peut-être en tout cas, il peut se passer plein de choses. Mes enfants peuvent se blesser. Il peut se passer n'importe quoi à l'école aussi, quelque chose de vraiment intense. Où va être la limite où à un moment je vais dire il faut que soit je prenne une pause, parce que l'avantage aussi c'est que ça dure tellement longtemps, je peux prendre l'autobus, rentrer pendant 2 semaines et puis imaginer revenir. Comme 2 semaines de plus ou de moins, ça change rien. Dans un ultra, tu peux pas prendre 2 semaines de pause. C'est pas un objectif de performance non plus, je sens, t'as pas un temps en tête qui est précis pour tenter de battre quoi que ce soit, c'est entre toi et toi, puis c'est l'objectif, le big picture et non le chrono lui-même. Ouais. L'objectif c'est d'arriver avant que les sentiers soient fermés pour la saison de la chasse et la saison du rut du caribou là, c'est le seul truc qui me bloque là, si je prends trop de temps. Mais sinon je veux arriver au bout puis c'est tout. Puis ici il faut que je prenne une semaine ou 2 de pause parce que je suis blessé. Si je me fais une entorse, je peux la guérir en passant une semaine dans un hôtel à manger et à dormir. Tu auras le temps de faire tes rapports d'impôts. Les rapports d'impôts. Donc faut une entorse au début avant fin avril, c'est ça? Ouais, exact. Entorse mais c'est début. Au début pour après repartir. Donc il y a des pauses qui peuvent être incluses là-dedans, ça dérangera pas. C'est l'avantage ça dure tellement longtemps que quasiment tout est possible. Ouais. Tu parles de 5 mois. Comment t'as défini ton calcul mathématique pour arriver à un horizon de 8000 km en 5 mois? J'ai épluché les blogs les plus récents de ceux qui l'ont fait en fast packing, donc vraiment ultra léger. Donc en général, ils ont des sacs qui hors bouffe, hors eau, sont dans les 3-4 kilos. Donc ça inclut pas de tente, il y a un matelas de sol qui est grand comme ton ordinateur, et c'est ridicule. Là. Donc puis c'est l'approche que je veux choisir, donc par intérêt. Donc puis je me suis basé là-dessus. Puis en plus c'est relativement récent, donc les sentiers, donc c'est pas comme il y a 25 ans au niveau des ressources disponibles pour les randonneurs, au niveau des sentiers, c'est similaire à ce que je vais faire. Et eux, les 2 que j'ai trouvés, l'ont fait en 6 mois et 3 semaines, 7 mois. Donc à la marche. Mais de la marche rapide. Vraiment rapide. Donc ils faisaient une moyenne de plus de 40 km par jour. Donc à la marche, ça c'est très rapide. Au total. Mais par exemple en Floride, sur le Florida Trail, ils faisaient plus de 60 km par jour. À la marche. OK. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un peu plus à la course. Je me suis basé là-dessus en disant, s'ils l'ont fait en 6 mois et demi, 7 mois, en fait, j'ai déterminé le 5 mois de manière un peu arbitraire. J'ai juste fait une règle de 3. C'est comme, si je mets 5 mois, qu'est-ce que ça donne comme temps de passage sur des sections que je connais pas parce que je suis jamais allé dans aucun de ces sentiers. Non, c'est ça. Donc, j'ai fait 25 km sur Sentier des Appalaches dans ma vie. J'en connais 25 km. Qu'est-ce que ça donne sur, par exemple, le total du Sentier des Appalaches ou le GRA1 ou ce genre de choses. Donc, j'ai fait ma règle de 3 donc j'ai épluché les blogs, j'ai déterminé quand est-ce qu'ils ont commencé telle partie, quand est-ce qu'ils ont fini telle autre, tac, et j'ai comparé, donc, avec les records du parcours sur le Sentier des Appalaches, par exemple, ou le GRA1.
Si avec ma règle de 3, je m'approchais des records, c'est une très mauvaise nouvelle. Oui, c'est ça. c'est clair qu'il faut pas que je m'approche de ça. C'est quoi le record de Appalachian Trail? C'est une quarantaine de 41 jours ouais, et quelques heures. Donc, si je m'approchais même de 50 jours, c'est comme, non, ça marchera pas. C'est pas du tout ça l'objectif. Pareil avec le GRA1. Donc, je me base même pas sur le temps de Mathieu Blanchard. Comme je ferai pas ça en 7 jours. Le temps de Charlotte en 11 jours et quelques. Si je m'approche de ça, c'est un petit peu exigeant. Ouais, c'est ça. Mais ma règle de 3 a donné, donc je pense 68, 69 jours sur Sentier des Appalaches plutôt que 42. Ouais. Donc, puis eux l'avaient fait les deux en 90 jours, les randonneurs. Ouais. Donc ça fait 3 semaines de moins, mais très loin du record. Ouais, donc je me dis, bon, c'est réaliste. Ouais. Est-ce que c'est faisable? Je le sais pas, mais ça semble réaliste. Le GRA1, ça me donne à peu près 2 semaines et quelques. Donc puis là je me dis je serai entraîné et idéalement accompagné. Donc j'espère qu'il y a du monde qui vont venir me dire où passer, j'ai pas envie de me perdre encore. Donc puis ça donnait 2 semaines et quelques, donc je me dis bon ça marche. Et puis après il y a du jeu, c'est-à-dire c'est 2 portions plus roulantes. Je pense que quand Charlotte initialement son plan pour cet été, elle l'a raconté au podcast, c'était de faire le GR1 en sens inverse puis de poursuivre jusqu'à la portion jusqu'aux États-Unis. Elle disait que justement après la portion vraiment GR1, ça devenait plus roulant. Puis tu disais aussi la Floride, cette portion-là va être plus roulante aussi, donc t'es capable de faire des calculs un peu plus simple que quand t'es dans des sentiers comme le GR1 qui sont hyper techniques, puis après ça, 1 kilomètre, ça peut prendre 30 minutes. Là. Ouais. Donc, je me suis basé, je me suis jamais basé sur des sections au jour près. Là, c'est des sections de plusieurs centaines de kilomètres pour voir, en gros, est-ce que ça semble réaliste. Ça semble réaliste. On en parlera soit fin juin si tout va bien, ou fin août si ça va moins bien. Au moment où tu voudras, tu le sais, hein, le deal était en 2 parties cet épisode-là. Fait qu'aujourd'hui, on pourra se reparler, on réinvitera tout le monde qui est ici, on recollera les mêmes bières, on se parlera tout le monde ensemble. Juin ou août, à définir. Entre les deux. On le sait, t'es un adepte du minimalisme, tu cours en sandales, ça avait fait jaser beaucoup à les gens qui connaissent pas trop la course, puis c'est qui cet hurluberlu qui court en sandales. Bon, après ça, les gens savent que les Luna sandales existent et tout, mais bref, minimalisme, là, à quel point tu peux amener cette philosophie-là sur une aventure de 5 mois où t'es en autonomie self-supported qu'ils appellent, donc tu peux seulement t'appuyer sur ce que tu vas croiser sur le parcours. Je vais accepter l'aide de n'importe qui vient me croiser. En fait, la seule consigne, puis je dis à tout le monde ici, dites ça à vos amis, apportez beaucoup à manger. C'est la seule consigne. Je vais manger énormément, puis je pense que ça va être le principal défi, c'est manger assez, donc amener à manger. Je prendrai tout, ça c'est garanti. Au niveau du minimalisme, moi, ça m'intéresse de faire avec le moins possible, juste pour voir à quel point on est capable de se passer de matériel. Donc, j'ai lu, évidemment, je suis allé dans le fast packing dès le début, donc pas de la randonnée. Donc, déjà, c'est pour pouvoir courir, puis également pour savoir jusqu'à quel point on peut ne rien avoir. Et en lisant donc les blogs, puis j'ai lu également un livre, donc c'est plus son journal de trail. C'est un gars qui a fait le sentier que je vais faire en 1998, donc vraiment tôt également dans l'histoire de ce tracé-là. Puis il a édité son journal de trail en livre. Donc là-dedans, c'est très répétitif parce qu'il écrivait ça pour lui. Il a sorti ça en livre, donc tu lis ça. Puis à l'intérieur, il y a quand même quelques pépites intéressantes, pratiques. Lui était pas particulièrement minimaliste, mais ça donne quand même des bonnes infos. Il y a un détail à un moment là-dedans qui m'a fasciné, il parlait du premier, c'est Earl Schaffer, le premier qui a fait le Sentier des Appalaches en une saison, en 1948. Donc là, on remonte à 75 ans, donc le matériel qu'on a maintenant n'existait pas du tout. Le Sentier des Appalaches a été créé dans les années 30. Donc c'était un projet un peu utopique de faire un sentier hyper communautaire qui suivait à peu près la ligne des Appalaches. Donc évidemment, quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, ce sentier-là est tombé dans l'oubli. Mais lui, Earl Schaffer, avait contribué à aménager des portions du sentier avant la guerre. Il est allé faire la guerre, il est revenu traumatisé, comme il se doit. Et à un moment, il a eu besoin de partir dans le bois pendant longtemps. Donc il a pris le sentier qu'il connaissait pour l'avoir aménagé. Mais il est parti avec son matériel de l'armée. Dont il a laissé une bonne partie tomber très rapidement parce que c'était pas du tout adapté à ce qu'il allait faire. Et donc là, tu veux découvrir comment faire pour aborder un sentier sans tente, sans sac de couchage, sans matelas de sol, avec juste un poncho, puis un sac à dos en toile et des bottes. On est dans une autre époque. Mais mon matériel que je vais avoir, super moderne et très léger, ne tiendra pas à 8000 km. Non, c'est ça. À un moment, il va péter. Au moment où, évidemment, ce sera probablement le moins pratique. Donc, il va falloir que j'apprenne à m'en passer. Donc, en lisant ce qui s'est passé en 1948,
ça donne des pistes vraiment intéressantes. Il y a des trucs que je vais redécouvrir par la force des choses, mais il y a plein de choses dont il parlait à l'époque. Pour lui, quand il écrivait, ça semblait tellement évident, mais il l'a pas documenté. Donc il dit « Ah, j'ai fait ça comme ça », par exemple, page 12. Donc, début du livre, le livre est pas très gros, mais page 12, on est proche du début. Hein. Page 12, il y a un paragraphe dans lequel il commence à avoir des ampoules avec ses bottes. Logique. Ouais. Puis il dit « Ah, mais de toute façon, j'ai été con, j'ai mis des chaussettes. J'aurais pas dû en mettre. » Donc déjà, moi, je cours sans chaussettes, puis je me fais poser la question sans arrêt quand je cours pas en sandales. Hein. Ouais. Ah, t'en mets pas, t'as pas d'ampoule. C'est comme, non, j'en ai pas vraiment. Donc lui, c'est comme, c'était une évidence, il aurait pas dû en mettre. C'est comme, bon, d'accord. Ouais. Puis en fait, j'aurais dû mettre du sable dans mes bottes. Comme d'où est-ce que ça sort cette idée-là? Sable dans les bottes. Okay. Donc ça venait de la guerre, quand lui était dans le Pacifique. Donc pour préparer leurs pieds aux bottes de l'armée, ben, ils mettaient du sable de la plage dans leurs bottes pour tanner la peau et la préparer pour qu'elle résiste aux ampoules. C'est comme, ok, je pense que je vais le conseiller à personne ici. Il y a personne qui va suivre ce conseil. Mais apparemment, en 48, ça fonctionnait. Et après, parce que le paragraphe est pas terminé, il dit, de toute façon, bon là, je suis parti un peu tôt dans l'année, c'était trop frais, j'aurais dû le faire pieds nus, ce sentier. Ok. D'accord. Ou j'aurais dû faire comme les Amérindiens, puis y aller en mocassin. Fin du paragraphe, puis après il passe à autre chose. C'est comme, ok, je pense que tu pourrais faire un livre là-dessus, parce que c'est vraiment super intéressant, mais lui c'est un paragraphe, puis après pour lui c'était évident comment fonctionnaient les Amérindiens, puis plusieurs fois dans le livre reviennent, il dit j'utilise les techniques traditionnelles, mais il explique pas ce que c'est. Sauf que si tu veux y aller hyper minimaliste, ben, il faut que tu saches comment avancer, même quand ton matériel ne suffit pas ou quand t'en as plus. Parce que lui, sa tente, il l'a gardé une semaine, puis après, il l'a jeté à la poubelle parce qu'elle était trop lourde. Puis la partie, son matériel qu'il a récupéré en cours de route, qu'il a gardé jusqu'à la fin, qui était le plus utile, c'est un sac de pommes de terre. Ça lui permettait de transporter plein de choses, ça résistait jusqu'à la fin. Donc, il y a plein de trucs là-dedans, tu dis, ok, ce que j'ai prévu ne fonctionnera pas, je vais apprendre plein de choses en cours de route, puis ce sera peut-être un sac de pommes de terre, ou finir pieds nus, parce que là, je vais commencer en sandales, continuer en chaussures, ou peut-être pas. Ouais. Je sais pas, parce que par la force des choses, je vais m'adapter à ce qui m'entoure. Puis moi, mon approche est hyper minimaliste. Donc hyper minimaliste, ça veut dire pas de matériel jusqu'à un certain point. Ouais. Donc ça va peut-être être très grave comme conséquence, c'est ça. Mais ça veut pas dire que je vais pas essayer. Donc je comprends qu'il va y avoir des sandales au début, des disparés. Qu'est-ce que tu vas traîner sur toi au total? Parce que tu dis, bon, lui, la tente, elle le finit en poubelle une semaine plus tard, mais tu vas dormir sur quoi? C'est quoi le plan de match? Là, je me suis acheté un super matelas de sol ultra léger à $350, puis etc. en me disant, je vais essayer avec ça, mais probablement qu'en cours de route, probablement qu'il va percer avant la fin. Donc, je vais me retrouver un moment sans matelas de sol. Donc, je vais tester sans matelas de sol. Donc, au niveau humidité avec le sol, je vais m'arranger en fonction de ça. Donc, ça, c'est le moindre de mes soucis. Comme j'ai déjà dormi plusieurs fois sur un sentier pendant les courses, j'ai pas si mal dormi que ça. Bon, en même temps, c'était peut-être pas en pleine tempête au bout de 7 jours de pluie en continu. Je sais pas comment ça va se passer. Mais à mon avis, le matelas de sol, c'est pas le gros problème. Okay. Donc, au début, j'ai une tente, mais c'est juste, l'avantage, c'est que vu qu'Anne sera avec moi pendant 10 jours, je vais partir avec probablement trop de choses. Ouais. Puis, dans les 10 premiers jours, je vais pouvoir me faire une idée de, ok, ça fonctionne vraiment pas. Elle reprend l'avion depuis Miami, c'est comme, part avec tout ça, puis avec ça, puis avec ça, puis enlever des choses. Donc, ça aide. Okay. Mais je vais probablement enlever des choses au fur et à mesure, parce que là, la tente, probablement que je vais enlever l'intérieur de la tente pour juste garder la toile. Ouais. La toile imperméable, donc qui est pas vraiment, normalement c'est un tarp, une bâche qui est le plus minimaliste. Là, j'en ai pas trouvé parce qu'on est un petit peu hors saison au Québec pour faire du camping d'été. Donc j'ai pas trouvé ce que je voulais parce que je me suis équipé la semaine dernière. Ah, OK. Oui, ma planification, c'était clairement pas le matériel, c'était la famille. Donc j'avais pas de toile, rien du tout. Donc je vais prendre une tente, puis au pire, j'enlève l'intérieur de la tente. Puis là, il y a Martin Cloutier d'ailleurs qui m'avait hébergé pendant le Percé Montréal. Lui a fait beaucoup de fast packing, puis il m'a donné plein de conseils. Puis il m'a dit, bon, oui, tu peux enlever l'intérieur de la tente, après il faudra que tu détermines si tu gardes comment on appelle, l'armature. Ouais, les poteaux. Ouais, mais il m'a dit, je pense que tu vas vite vouloir t'en débarrasser. Donc, va falloir que je me débrouille pour tendre la toile avec juste 4 cordes. Donc après, il m'a dit, ok, je vais t'apprendre à faire des nœuds. Parce qu'avec ça, avec une toile, puis des cordes, puis des nœuds, tu peux faire plein de choses. Ouais. J'ai jamais fait de nœuds de ma vie. On a essayé de faire ça en vidéo. Ça s'est mal passé parce que j'avais une toute petite corde, puis ils voyaient pas ce que je faisais. Puis j'y connais rien, donc donc j'ai encore 7 jours pour faire des nœuds.
ou m'entraîner pendant. Donc, mais ça va être très minimaliste, puis je pense que je vais éliminer du matériel au fur et à mesure. Sinon, j'aurai un couteau, une lampe frontale, des vêtements, je vais juste avoir ce que j'ai sur moi, j'aurai pas de rechange, ce serait trop lourd. J'aurai des batteries, une GoPro, un téléphone, des trucs qui servent à rien, mais qu'il va falloir que je recharge sans arrêt, parce que je veux documenter. Puis on recharge comment? C'est quoi le plan de match pour ça? J'aurai une batterie USB, mais juste pour mon ravitaillement, je vais descendre en ville tous les 3-4 jours. Donc, à ce moment-là, je vais trouver une prise de courant, puis charger le tout. Donc, c'est une contrainte moderne que clairement, en 1948, il n'avait pas. C'est l'avantage, hein. Mais... Il y avait du sable dans les bottes, mais il n'y avait pas à recharger des GoPro. J'ai compté, je pense que je vais avoir 7 trucs à recharger. Donc, minimaliste, on en reparlera. Hein. Ben, donc, c'est ça. Est-ce que ça fait partie du projet, de l'aventure, de pas trop le préparer? Dans le sens où, oui, tu le prépares, on le disait tantôt, la logistique, mais tester le matériel, choisir le matériel et tout, tu dis, je vais apprendre ça au fur et à mesure. Est-ce que ça fait partie de l'aventure aussi? Ouais. Tu recherches cette quête-là de partir puis s'adapter continuellement jusqu'à trouver peut-être après 1 semaine, 2 semaines, 3 mois ta perfection en termes de matériel. Je pense que ce sera inévitable de toute façon. Donc tous ceux qui sont là-dedans partent avec des idées préconçues de comment ça va fonctionner, puis après ils s'adaptent. Mais honnêtement, j'en ai parlé longtemps avant. Je voulais vraiment avoir du matériel puis le tester l'été dernier. Puis j'ai acheté mon matériel la semaine dernière. Donc puis c'est du matériel pour le temps chaud, donc je peux pas tester. J'ai testé mon sac à la cryo avec des raquettes puis des tucs puis des mitaines. Donc ce que j'ai mis en fait, j'ai mis comme plein de tucs puis plein de mitaines juste pour le remplir, pour avoir quelque chose pour tester le sac. Donc j'ai testé le sac, il est confortable. Mais il y a rien dedans de ce que je vais transporter dans une semaine. Donc c'est pas vraiment un bon test, mais non, je voulais tester avant, mais je suis incapable de tester avant. En fait, le premier qui a testé le sac quand je l'ai reçu, c'est un ami qui lui adore le fast packing. Quand j'ai reçu le sac, j'ai gardé un jour, puis il est venu me le prendre pour le tester. Donc, puis je lui ai demandé, puis il est bien, parce qu'il est super, c'est comme parfait, je le testerai en Floride. Donc, non, je trouve ça plus drôle aussi. Donc, de me lancer dans le vide, puis m'adapter, là. Donc, ça fait des plus belles histoires. Tu parlais de recharge nutritionnelle. C'est quoi le plan de match nutrition, s'il y en a un? Je t'ai entendu un autre podcast dire faudrait pas qu'un nutritionniste entende ça. Paraît-il que l'invité qui va suivre a un peu de compétences dans ce champ-là. Y a-t-il une nutritionniste dans la salle? Donc, je serais curieux de savoir c'est quoi le plan de match s'il y en a un. Ça, j'ai fait beaucoup de lectures en fait pour cette course-là, pour plein d'aspects. Très peu pour le matériel, mais beaucoup sur ce que ça fait sur le corps, puis comment on s'organise. Puis là, on parlait par exemple de moyenne kilométrique. Ça, en fait, j'ai mis de côté. Je vais avancer 12 heures par jour, parce que le kilométrage, c'est absurde de vouloir faire du kilomètre. Au niveau bouffe, j'ai découvert que mon 2 semaines entre Percé et Montréal, que je trouvais long, était pas assez pour permettre au corps de trouver un autre équilibre. La digestion va se modifier et se transformer, mais il faut minimum 3-4 semaines. Donc, j'ai commencé cette adaptation entre Percé et Montréal. J'ai vu une différence et je me suis clairement pas assez alimenté. J'ai perdu du poids, ce qui n'était pas catastrophique en 2 semaines. J'ai perdu, je pense, 7-8 livres. Donc, je m'attendais à en avoir perdu beaucoup plus. Mais 7-8 livres, je serais comme encore proche de Miami. C'est ça. Au bout de 2 semaines, donc je serais pas loin. Tu peux pas maintenir cette perte de poids-là sur 5 mois. Là. Impossible. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je mange pour trouver un équilibre. Il faut pas que je perde de poids. Peut-être un tout petit peu au début, parce que là, honnêtement, je cours très peu, puis je mange énormément, en me disant, m'en fous, je vais tout perdre. Mais faut que je perde un petit peu, puis après que ça reste pareil. Non, c'est ça. Puis... il y en a un qui a fait, je me souviens plus de son nom, mais il a fait le record sur Sentier des Appalaches, mais en autonomie complète. Donc sans équipe. Il l'a fait en 45 jours et quelques. Au début, il se basait, il avait un régime, c'était à peu près 6 à 8 000 calories par jour. C'est beaucoup, mais c'est ce qu'il faut quand tu cours puis que tu veux battre un record. Donc moi, je pense que je serais dans ces eaux-là, 6 à 8 000. À la fin, il disait dans les dernières semaines, pour ne pas se sentir fatigué et pouvoir avoir le niveau d'énergie suffisant pour continuer à avancer et battre le record, il est monté jusqu'à 12 000 calories par jour. Je sais pas comment c'est faisable. Donc, de trouver cette nourriture ou de l'avoir mise de côté dans son cas, de la transporter et de la consommer. 12 000 calories par jour, c'est immense, horrible. Donc, je pense que tu dois te dégoûter de manger
Mais moi, ça va être ça pendant 5 mois. Donc, essayer de trouver, je pense, 6 à 8 000 calories par jour. Et vu que je veux pas organiser la logistique pour m'envoyer les trucs que j'aime bien, donc en cours de route, parce que ce serait interminable. Je vais me débrouiller avec ce qu'on trouve aux États-Unis, dans les petites villes, le long du sentier. Ce sera ni très varié, ni très bon pour la santé. Par contre, je garantis que ça va être très riche en sucre et en gras. C'est parfait. Bon pour la santé, absolument pas. J'essaierai d'ailleurs de faire croire à personne, j'essaierai pas de faire croire à qui que ce soit que faire 8000 km c'est bon pour la santé. Non, c'est ça. Ce sera sûrement pas très bon à plein d'aspects. Et la bouffe, ça va être une catastrophe. Mais il va falloir que ça soit hyper calorique et je vais en manger sans arrêt pendant jour, matin, midi, soir, tout le temps pour atteindre ce 8000 calories-là. Donc, j'ai calculé, par exemple, un pot de 1 kg de Nutella. Je pense que c'est 3-4 000 calories. C'est la moitié de ce que je dois manger par jour. Il faudra que je mange un deuxième pot de Nutella. Je ferai pas ça. Non. Mais il va falloir que je trouve autre chose. Ah oui. Mais ça va être des soupes ramen, des noix, puis du beurre de peanut. J'aime pas le beurre de peanut, sauf en ultra. Je pense que je vais adorer ça. Puis après, je vais à nouveau détester ça. Et du Nutella. C'est des trucs que je dois trouver partout. Ah, c'est donc ça. Je peux pas dépendre de bars NAC ou des trucs vraiment spécialisés. J'en trouverai pas. Puis pour 5 mois, tu veux pas t'embarquer dans t'envoyer des choses, préparer des choses. On voyait Charlotte qui documentait son GR1 cet été. C'était énormément de préparation pour une dizaine de jours au max. Là, je veux dire 60, 90, 120 jours, peu importe le temps. C'est impossible de le planifier. Ça va plus que ça, 180, 200 jours. Bref, c'est 150. Tu peux pas t'envoyer des boîtes, ça fait 152 jours. Ouais, c'est ça. Si tout va bien. Mais non, ça va être une gestion ça va être un apprentissage parce que en fait, il y en a aussi qui me demandaient mais comment tu fais pour te préparer? Je peux pas me préparer à moins de courir pendant des mois pour voir ce que ça fait. Je vais juste le faire puis m'adapter en cours de route. Déjà, tu sais, quand on parle de l'entraînement marathon, les gens vont faire une longue sortie qui est presque la distance du marathon, 1 mois, 6 semaines avant. En ultra, déjà, le simple ultra, pas multijour, on réussit pas à faire le même type de préparation. Tu peux pas, pour un 100 000, faire 120 km 6 semaines avant. Tu sais, c'est différent comme type d'entraînement, c'est le volume sur le long terme. Là, je suppose que pour un projet comme ça, c'est le volume sur 10 ans, sur une décennie. C'est l'expérience que tu as acquérie avec le temps qui sert, mais en ce moment, tu dois pas modifier ton entraînement en termes de faire plus de kilomètres par semaine. J'ai même réduit parce que ça changera rien. Donc faire 120 km ou 60 km en ce moment, ça te change rien sur 5 mois. Là, je fais 30 km par semaine ces derniers temps parce que ça changera plus rien. Non, c'est ça. Je vais me remettre en forme la semaine prochaine. C'est-à-dire, là, je suis clairement pas au top de ma forme. Et alors, je serai en forme en arrivant à Matapédia. Je vous garantis. Si j'arrive là, je serai en forme. Donc, j'aurai 4 mois de remise en forme intense. Mais non, effectivement, c'est les 17 années précédentes d'expérience et d'apprentissage et de conditionnement du corps qui me permettent d'attaquer ça. Donc, je dis pas que c'est infaisable pour quelqu'un qui commence la course à pied, parce qu'il y en a qui commencent au sentier des Appalaches comme expérience, une expérience pour se transformer, une métamorphose, peu importe. Donc, ils se lancent là-dedans, pas en forme, ils terminent, ils sont complètement métamorphosés. Donc, moi, je sais ce qui m'attend jusqu'à un certain point. Je peux rien ajouter à ces 17 années et demie d'expérience qui me précède. Je vais juste en ajouter 5 mois de manière très intense. Puis là, je vais revenir avec plein d'autres expériences. Non, c'est ça. On t'a vu dans le dernier 18 mois être beaucoup dans la salle d'entraînement, musculation, crossfit, tabata, ce type d'entraînement-là. Est-ce que ça faisait partie du processus de la préparation? Ça faisait pas uniquement partie de ça. C'est un bonus. Parce que effectivement, quand je vais me lancer là-dedans, il y a pas juste les jambes qui vont travailler. Je vais avoir déjà le sac à dos. Je vais sûrement avoir des bâtons de marche, de course, parce que quand les jambes sont cassées, je vais pouvoir redistribuer sur le haut du corps. Donc, il fallait que je prépare le haut du corps. Mais j'ai fait ça. Oui, ça va servir pour ça, mais j'ai fait ça parce qu'on entend sans arrêt qu'il faut faire du renforcement musculaire pour ne pas se blesser. Donc, puis je l'entends comme tout le monde, je l'ai jamais fait, comme beaucoup. Ça serait bien de le faire, mais je préfère courir. Ben oui. Puis j'ai essayé, ça fait plusieurs années que j'essaie d'intégrer une forme de musculation autre, et j'ai eu plein d'essais qui sont tous soldés par des échecs au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Je préfère courir, puis faire des pull-ups, puis lever de la fonte. J'aime pas ça. Donc, mais j'ai fini par m'y mettre fin 2021 parce que j'aime pas les programmes en course à pied, mais je me suis trouvé un programme en musculation
qui me convenait, qui était vraiment simple, c'était juste avec le poids du corps au début. Donc là, ok, ça je suis capable de le suivre, c'est pas trop compliqué. Puis surtout, j'ai pas peur de me blesser tellement les mouvements sont simples. Ouais. Parce que je fais pas ça pour battre des records au deadlift, j'ai aucune idée de ce que je soulève, puis c'est pas important. Mais je veux faire quelque chose parce qu'il paraît que c'est bon. Et puis je le fais aussi, puis ça c'est au-delà du 8000 km, t'as lu Born to Run. Ouais. Donc tu sais que c'est basé au départ sur les livres de Daniel Lieberman. Donc Daniel Lieberman qui est donc un anthropologiste et puis qui a plus ou moins prouvé que l'humain est fait pour courir avec toutes les adaptations, etc. Mais là c'est juste une partie de ses recherches. Lui il se base sur tout. Pourquoi est-ce qu'on a le corps qu'on a, donc d'un niveau, d'un point de vue évolutif. Ouais. Donc il y a la course à pied là-dedans, mais il y a plein d'autres trucs. Il y a l'alimentation justement, il y a plein de choses. Puis il a sorti un deuxième livre il y a 2-3 ans qui explique pourquoi faire de l'exercice physique, s'entraîner, qui est une activité complètement artificielle. Et on va courir pour aucune raison. On lève du poids pour aucune raison, comme ça nous sert à rien, à part à courir plus loin ou soulever plus, avoir des plus gros muscles. Mais pourquoi est-ce qu'une activité artificielle comme ça est bonne pour la santé? Alors que le cerveau nous dit, puis le cerveau est une machine à économiser de l'énergie absolument spectaculaire, nous dit sans arrêt, ne fais rien. C'est par défaut, ne fais rien. Et donc, c'est normal qu'on n'ait jamais envie d'aller courir, qu'on n'ait jamais envie de faire de la musculation. Puis, il explique que, on est fait pour bouger, pas juste pour courir, mais pas forcément énormément. Mais qu'on est fait pour, justement, être actif. Puis que quand tu es actif, puis là, on parle pas de courir des ultramarathons ou de s'entraîner 2 heures par jour, on parle de faire 30 minutes d'exercice modéré par jour. Ça, c'est suffisant pour déclencher plein d'adaptations dans le corps humain, des mécanismes anti-inflammatoires, de réparation, etc., qui corrigent plein de problèmes de santé qui n'apparaissent pas si tu bouges un peu, et si tu ne fais rien, là t'as plein de maladies potentielles qui peuvent sortir, et surtout, donc ça c'est quasiment immédiat, mais quand tu vieillis, ça ne fait que s'aggraver. Et donc il y a plein d'études qui démontrent que quand tu fais juste un petit peu quelque chose, peu importe, tu bouges un petit peu, tu repousses toutes ces maladies chroniques qui peuvent arriver, la sénescence, tu peux retarder le vieillissement jusqu'à un certain point. Et donc, l'idée, c'est pas de pas vieillir. Tu vas finir par vieillir puis mourir, mais tu vas peut-être mourir en bonne santé et autonome. Donc, je dis, c'est quand même peut-être pas mal d'essayer de vieillir en bonne santé. Ah oui. Donc, le 8000 km, c'est pour ça que je dis ça, c'est pas bon pour la santé. Par contre, tout le processus de s'entraîner tous les jours, ça me permet de me payer un 8000 km. Mais ce que j'espère, c'est au-delà que les 30 prochaines années, je serai le plus en forme possible pour être le plus autonome possible. Après, c'est les statistiques. Il n'y a aucune garantie. Mais je me dis, je mets toutes les chances de mon côté. Ah oui. Donc, c'est plus ça qui me motive en faisant plein d'autres choses maintenant, en me disant, les jambes, c'est bien, mais il n'y a pas juste ça. Voilà. Donc, ça me tient motivé plus que je veux faire un 8000 km ou un ultra ou un événement spécifique. Donc, c'est les 30 prochaines années, en espérant que ça marche. La sagesse. On pense plus loin que les courses à laquelle on s'inscrit ou les projets de fou, on pense plus loin, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Johan? On est là, tout le monde ensemble. Je suis sûr qu'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres que j'ai pas encore posées. Oui, viens, tu peux même venir au micro. Attention au fil. Salut Johan, je me présente, Patrice Lamonté, je fais du marathon, mais pas beaucoup de trail. C'est pas grave. Souvent, le principe de l'entraînement, c'est de faire une quantification de la charge mécanique, donc tu sais, d'y aller progressivement vers l'événement. Ouais. Puis il y a plusieurs fois que tu as mentionné que tu t'es pas nécessairement préparé à cette distance-là, puis t'as mentionné Percé-Montréal, qui est quand même un 10 jours. Ouais. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tu t'es pas dit, je vais tester 1 mois ou je vais tester 1 mois et demi avec un événement peut-être un peu plus petit, mais pour tester le fast packing, tester les adaptations nutritionnelles à long terme, tester la réaction du corps. Qu'est-ce que tu en penses? J'aurais pu tester si j'avais eu le temps, parce que déjà là on parle effectivement il aurait fallu que je fasse un test d'1 mois, 1 mois et demi pour vraiment commencer à rentrer dans le régime dans lequel je m'apprête à tomber. J'avais pas 1 mois et demi de disponible pour faire ça, donc déjà point de vue logistique avec le travail, la famille, c'est comme ça marchait pas. Et après, ce que je vais faire peut faire des dégâts. Donc pourquoi faire des dégâts avant et potentiellement se blesser puis laisser des séquelles alors que ce serait juste une préparation ou quelque chose d'exploratoire. Donc je préfère l'essayer puis peut-être pas sortir de ce truc-là en bon état puis l'arrêter avant en disant OK, je me suis blessé, c'était pas une bonne idée. Donc il y a personne qui sera surpris si c'est pas une bonne idée, mais si j'arrive au bout, cool, mais si j'arrive pas au bout, au moins je saurai pourquoi. Mais je préfère l'essayer puis subir les conséquences
pendant un moment qui en vaut la peine. C'est un petit peu la même chose quand on fait un ultra. Dire là, tu disais tout à l'heure, t'étais prêt à comme probablement te blesser pour un 100 miles. Comme tu payes pour, tu fais le voyage pour, tu consacres des mois de préparation à ce truc-là, t'essaies de pas te blesser pendant la préparation, mais pendant l'événement, tu dis j'ai mal quelque part. Si à un moment où je dois surmonter une blessure potentielle et peut-être faire des dégâts, puis avoir une convalescence, bah c'est aujourd'hui. Donc là, ça vaut la peine. Donc là, c'est un petit peu ça que je me dis. Pourquoi risquer de me blesser avant? Donc je vais juste continuer à faire ce que je fais tous les jours. Donc des trucs qui sont sans aucun risque, qui me permettent quand même de mieux me connaître et tout. Puis d'essayer de prévoir tout ce qui peut m'arriver, même si c'est impossible. Puis une fois que je serai dedans, ben là, j'ajusterai. Donc, puis l'avantage, c'est encore une fois, c'est que j'ai le temps. Donc s'il y a des trucs qui fonctionnent pas, j'aurai le temps d'ajuster. Mais je trouve que ça vaut pas la peine de se blesser avant, jamais. Donc le 8000 km, ça va être et ma préparation et mon apprentissage et la course elle-même. Donc tout va arriver en même temps. Parce que c'est impossible de se préparer à ça. Par contre, une fois qu'il sera fait, ben là j'aurai la base de préparation pour, je sais pas ce qui viendra après, mais j'aurai appris plein de choses qui vont me donner plein d'autres idées. Comme le Percé Montréal a donné l'idée de ce truc-là, le 8000 km va me permettre de dire mais si j'ai fait ça, tel autre truc serait peut-être possible. Quoi, je sais pas encore, mais ça va déboucher sur autre chose. Super intéressant, merci. De rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, bien. Oh, en short comme toi, Johan. En courant. Ouais, en courant et en short. Non, c'est ça, je suis désolée. Non, merci beaucoup pour le témoignage, super intéressant. Merci. En fait, ma question, c'est plus pour le après. Je trouvais ça super intéressant de pas planifier pis tout ça, mais une longue expédition comme ça, tu sais, revenir de ça, comment c'est difficile. Vraiment difficile. Il y a plein d'aspects. Donc il y a l'aspect immédiat. Quand j'avais fini de courir en arrivant en haut du Mont-Royal, j'étais super content parce que demain j'ai pas besoin de courir. C'est vraiment au niveau mental et physique, c'est comme cool. Je peux rien faire et j'ai le droit de rien faire. T'as aucun sentiment de culpabilité. Donc ça, si j'arrive à Forillon, je serais content de pas courir pendant des jours, des semaines, des mois. Je m'en fous. J'aurais mon plus haut total dans Strava pour l'année. En 5 mois, je pourrais ne pas courir jusqu'au 31 décembre. Aucun problème. Sauf que, ça va reprendre le dessus, je vais vouloir recourir, ok. Il y aura la récupération physique qui sera probablement pas si longue, la récupération mentale qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, ok. Mais c'est plus, après, le manque. Ce que je vais avoir vécu, justement, 5 mois de vacances, c'est un privilège, c'est très égoïste, donc parce que ça implique vraiment beaucoup de monde qui n'ont rien demandé, encore une fois. Je vais me payer 5 mois de vacances de tout, ça va être super confortable, mais là après je vais revenir, puis la vie normale va me retomber dessus, puis la vie normale c'est le fun, c'est reposant, tu manges quand tu veux, donc puis t'es pas obligé de manger 8000 calories aussi, donc c'est bien, mais ça va être la routine, qui est confortable, mais à un moment qui va me peser, c'est certain. Puis j'ai posé la question à Caroline Côté, donc et son mari Vincent Colliard, parce que maintenant habitent en Norvège, et puis là où ils habitent en Norvège, il y a que des explorateurs. Parce que qui va habiter là-bas au fin fond de nulle part? C'est que des explorateurs, dont certains sont vieillissants. Et donc j'aurais demandé, mais donc vos collègues explorateurs qui sont plus vieux, est-ce qu'ils s'arrêtent un jour? Non. Tu peux pas t'arrêter. Ils font des trucs plus petits, parce qu'à un moment, l'âge et le temps où ils en ont assez vu, puis ils ont pas forcément envie de replonger dans quelque chose d'énorme, mais t'en reviens jamais vraiment. Puis c'est sûr que revenir dans la vie moderne, etc., va être sûrement très très envahissant. Je vais même le voir pendant la course, mais ça va être un problème. Puis il y a aussi ce que j'ai vécu plusieurs fois, donc en mettant toujours la barre un peu plus haut, c'est si je me donne pas un autre objectif, donc à part vieillir en bonne santé, ce qui est bien, ce qui pourrait être suffisant, ce sera peut-être pas, c'est je risque de plus trouver de motivation à bouger. Parce que pourquoi est-ce que je vais continuer à bouger alors que c'est tellement plus reposant de rien faire? Parce que le cerveau, c'est extraordinaire pour nous dire de rien faire. Il est très très fort. Donc puis là d'ailleurs, vu qu'il me reste juste 1 mois et demi, comme je fais plus rien, je sais que je me prépare à faire quelque chose. Comme c'est très facile de dire je fais rien, je vais me rattraper. Donc est-ce que je vais complètement arrêter de bouger après parce que je vais rien trouver qui m'intéresse, pas forcément de plus gros, mais qui m'attire aussi? Peut-être. C'est-à-dire, j'ai déjà arrêté 3 fois la course à pied. Donc, est-ce que je me dirige vers une 4e fois? J'espère que non. Mais j'aurai 5 mois pour y penser en même temps. Donc, mais j'ai aucune réponse à ça. J'ai plein de pistes.
puis toutes ne sont pas très roses. Donc, mais on verra. On verra. Mais ça fait partie du lot. De toute façon, on part tous, on essaie tous d'aller toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps, un petit peu plus vite, peu importe, mais c'est une quête qui s'arrête jamais, là. Donc, sauf que là, moi, j'en suis rendu à des trucs, c'est 5 mois, on peut pas organiser ça tous les ans, là. Donc ça complique un petit peu les choses. Mais ça va être vraiment difficile. Bonne chance, merci. Ça fait plaisir. Si on avait d'autres questions pour Yoann? Oui. Alors, ma question, c'était, est-ce que tu t'es préparé mentalement, je veux dire pas physiquement, mais pour l'aspect solitude? Je sais que sur l'Appalachian Trail, tu vas peut-être rencontrer plein de gens, mais tu vas quand même passer une certaine quantité de temps tout seul. C'est sûr que tu es habitué de courir tout seul, mais 5 mois, c'est beaucoup. Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es dit des stratégies que tu allais faire pour supporter ça? J'ai pas tant de stratégies que ça, mais oui, ça va être 5 mois seul ou livré à moi-même jusqu'à un certain point. Donc Anne sera en arrière pour tenir le fort et faire la tour de contrôle, etc. Ce qui va moi beaucoup me rassurer aussi. Donc ça aide. C'est-à-dire je suis pas juste déconnecté de tout. Pour le reste, la stratégie mentale, je pense pas que ça va me déranger tant que ça, parce que je vais me sentir probablement tellement mal physiquement à juste devoir gérer l'immédiat, parce que j'exagère, mais ça va être une question de survie. C'est-à-dire je vais être vraiment concentré sur les besoins de base, c'est-à-dire manger, dormir, puis pour pouvoir avancer. Mais ça va être manger et dormir les 2 points les plus importants. Puis ça prend toute la place très très vite. Je l'ai vu dans le Percé Montréal, et on revient très vite à vraiment l'être humain primitif et l'animal, puis le reste n'a plus aucune importance. D'ailleurs, il y en a un, je pense que c'était, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il a essayé de faire le record sur le Arizona Trail cet été, puis ça s'est pas bien passé, donc il a pas pu battre le record, et puis mais tout ce qu'il pensait c'était à manger. 2 semaines après avoir arrêté de courir, il n'arrivait pas à manger assez pour remonter la pente. Donc je sais que c'est ça qui va prendre toute la place. Donc toutes les considérations sociales, être seul ou pas, je pense vont être occultées parce que je vais être comme dans un autre niveau beaucoup plus bas que l'humain normal social, même si je vais quand même croiser beaucoup de gens. Donc ça m'inquiète pas trop. C'est plus l'effet que ça va faire sur les autres, encore une fois, parce que moi je serai concentré, je serai dans ma petite bulle, dans ma forêt, etc. Donc mon monde sera limité aux arbres autour de moi, mais ça va être très difficile pour tous ceux qui m'entourent et qui vont vouloir communiquer avec moi, où je serai pas tout à fait là. Donc ça va être pénible. Mais le reste, je me base un petit peu sur ce que j'ai vécu entre Percé puis Montréal, justement. Donc cette préparation mentale-là, je sais un petit peu ce qui m'attend, et je sais que j'ai trouvé les ressources pour continuer. Puis là, une partie que moi m'aide, qui peut justement être, c'est à double tranchant. Moi, dans mon cas, je sais que ça m'a aidé pour l'instant. J'espère que ça va continuer. C'est la partie communication. Donc là, je serai pas trop sur les réseaux sociaux, mais j'irai quand même une fois de temps en temps, et recevoir les messages des gens d'encouragement, c'est ce qui m'a aidé à ne pas abandonner entre Percé et Montréal. Parce qu'à un moment, ça allait vraiment mal, puis quand j'ai commencé à lire les commentaires, qui étaient tous positifs, ça fait du bien. Donc là, t'es tout seul, et en même temps, t'as toute une communauté qui est derrière toi, puis qui te suit par procuration, puis qui t'envoie des messages. Ça fait une différence spectaculaire, dans mon cas. Donc il y en a, ils pourraient dire, c'est de la pression, il y a du monde qui te regarde, il y a un souci de performance. J'ai jamais souci de pression, de performance avec les commentaires que j'ai reçus, et ça m'a aidé à continuer encore et encore et encore, puis même à diminuer l'objectif, c'est-à-dire c'est pas d'arriver, dans ce cas-là, c'est à Montréal en tant de temps, ou à faire tant de kilomètres par jour, c'était même plus de finir, c'était tout ce que les gens voulaient, c'est comme avance tant que tu peux, puis quand tu pourras plus, arrête. Donc je vais essayer de faire ça. Sauf que c'est un petit peu une question piège, parce que on peut toujours avancer, il me semble. Qu'est-ce qui nous arrête vraiment? Donc ça, je vais peut-être le découvrir ou pas, mais disons que je serai jamais seul, parce que je sais qu'il y a toute une communauté qui se construit autour de ça. Puis j'ai fait exprès d'en parler justement pour avoir cette aide-là. Donc c'est pas égoïste, c'est pour vous partager avec ça, parce que vous allez me redonner énormément. Puis moi, ça m'aide. Donc ça, vous faites partie de ma stratégie. Merci. Fait que si l'envie vous prend d'encourager Yoann pendant, maintenant vous savez que vous devez le faire parce que c'est pour l'aider. Je vois une main levée là-bas, Samuel. Je connais pas le nom de tout le monde par cœur, là. Ça donne que je connais.
Salut Johan, merci Bonjour. beaucoup. C'est vraiment, vraiment intéressant. Merci pour les récits et tous les détails. J'étais curieux de savoir, je me demandais justement, on parlait de solitude, on parlait d'instinct de survie, on parlait d'instinct animalier pratiquement aussi. Est-ce que tu as prévu justement l'éventualité où est-ce que tu pourrais rencontrer des animaux qui seraient dangereux? J'imagine que sur 5 mois comme ça, autant dans un aspect sauvage, les ours, les loups, ça risque d'être potentiel, donc potentiellement oui, ils en parlent. En Floride c'est les alligators puis les moustiques, il y a des marécages et tout. J'y connais absolument rien, mais j'ai contacté pour cette portion spécifique. Son nom de trail c'est Jupiter, c'est celui qui a fait le sentier que je vais faire, pas juste le sentier des Appalaches. Il l'a fait je pense en 2012, je me trompe peut-être pour l'année, mais il y avait des alligators en 2012 comme maintenant, ça change rien. Et lui vient de Floride. Puis je lui ai demandé spécifiquement, est-ce que je devrais m'inquiéter? Il a dit non. Non, aucun souci, t'en fais pas, c'est juste des histoires pour les touristes. Je vais le croire sur parole, il habite là-bas. Donc ça m'a rassuré jusqu'à un certain point. Bon, il y a les moustiques, ça personne n'a réussi à me rassurer sur le sujet. Il y en aura une tonne, donc je me suis acheté une moustiquaire pour la tête, donc que Charlotte nous a conseillé. Ouais, Anne me l'a acheté. Contre mon gré, je vais probablement la remercier encore pour toutes les bonnes idées qu'elle a eues à ma place. Sinon, le reste... Il y a des serpents à sonnette, il paraît. Il paraît qu'il y a des pumas, les Florida Panther. Donc, je sais pas, je veux pas le savoir. Les ours, j'en ai croisé, j'en ai aperçu quelques-uns aux États-Unis. En général, ils sont bien timides, ils veulent pas te voir. Ce qui veut pas dire que c'est jamais arrivé, mais c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Puis le reste, je sais pas. Ça peut arriver, mais ça reste très très anecdotique. J'aurais plus peur si je faisais le PCT dans l'Ouest ou le Great Western Loop où c'est très sauvage et en plus t'es en autonomie beaucoup plus longtemps. Donc donc ça m'inquiète pas tant que ça, à part les moustiques. Puis bon, par expérience, les bactéries, c'est ça qui me fait le plus peur avec l'infection bactérienne que j'avais eue. Donc soit sur la peau comme j'avais eu, ou donc l'eau qu'il va falloir que je traite, parce que là, Gaspésie, j'avais des bouteilles d'eau, puis c'était de l'eau du robinet. C'est clairement pas ce que je vais avoir sur le sentier. Donc j'ai de quoi traiter l'eau. Est-ce que ce sera suffisant? Je l'espère. Sinon, il y en a qui terminent avec des bactéries intestinales et puis ça te fout une course en l'air de manière spectaculaire. Il faut des antibiotiques pour s'en débarrasser. C'est ça dont j'ai le plus peur, là. Ouais. Donc, je vais me baser aussi beaucoup, ça on en parlait un petit peu tout à l'heure, je vais me baser beaucoup sur l'expérience de ceux que je vais croiser sur le sentier. Parce que la plupart des gens sont, je pense, en général plus renseignés que moi sur le sentier qu'ils vont affronter. Et il y a beaucoup de connaissances qui vont être partagées. C'est une communauté qui a l'air... ils sont hyper actifs. Et évidemment, donc il y a le matériel, toutes les techniques. Donc tout ce que je ne connais pas encore, je vais l'apprendre par ceux qui le font, puis voir comment les autres font, puis prendre moi ce qui me convient, éliminer ce qui me convient pas, et leur demander à tel endroit, est-ce que je dois craindre les alligators, ou est-ce que je dois craindre les ours, ou etc. Est-ce que je dois traiter l'eau, ou celle-ci, comme t'as pas besoin de la traiter. La connaissance que je vais croiser, qui va être partagée par ceux qui sont sur le sentier, je compte énormément là-dessus pour le traverser de la meilleure manière possible. Mm-hmm. Donc si c'était un sentier comme le PCT où tu croises pas grand monde, ce serait différent. Mais celui-ci, il est très long, mais n'est pas si sauvage que ça. Il y a même des endroits où t'as des percées dans les arbres et à un moment tu vois New York. Donc t'as l'impression d'être dans la nature, mais t'es littéralement à côté de plusieurs dizaines de millions de personnes. Puis apparemment on s'en rend compte le week-end, quand il y a plein de monde qui débarque sur le sentier pour la fin de semaine, puis là t'es dans ta bulle depuis des mois, puis il y a plein de monde, qu'est-ce que c'est que ça? New York, ou Washington, ou Atlanta, ou Miami. Donc il y a plein de villes autour. Donc j'ai peut-être plus peur des touristes que des animaux. Les touristes, c'est les pires. Super dangereux. C'est super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Apprécié. Très hâte de te suivre là-dedans. Ceux qui sont pas au courant, dans les notes description de l'épisode, je vais mettre le lien vers ton Ko-fi. Ouais. Veux-tu nous expliquer rapidement ce qu'est Ko-fi, comment on va pouvoir te suivre, c'est quoi l'avantage de te suivre via cette plateforme-là? Ouais, c'est un petit peu une expérimentation. Non pas pour sortir des réseaux sociaux, parce que c'est encore une communauté sociale qu'on construit, mais vous connaissez peut-être les sites style Patreon, donc qui est le plus connu. Donc il y a beaucoup de podcasts qui utilisent cette plateforme-là. Donc ça permet, en gros, en échange d'un abonnement à un coût minime chaque mois, d'avoir accès à du contenu exclusif. Mm-hmm. Donc les podcasts, souvent, c'est un épisode qui est disponible avant tout le monde. Donc si tu veux vraiment supporter le créateur, tu payes $5 par mois, puis tu as accès une semaine ou deux avant
au contenu. Mais en tout cas, les formules et les créateurs font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pris Ko-fi pour plein d'autres raisons, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités. Mais en gros, c'est en échange du prix d'un café, donc $5 par mois. Vous allez avoir accès au contenu que je vais essayer de filmer pendant les 5 prochains mois, et aussi au contenu que Anne va documenter de ce qui se passe à la maison, puis qu'elle va relayer de ce que moi je lui envoie. Et puis ce que ça fait, puis ça je l'avais pas vu au début, donc c'est aussi un moyen pour nous d'avoir un petit soutien financier à côté, parce que c'est 5 mois sans solde quand même. Donc la presse a pris, j'ai annoncé à la presse avant à mon employeur que je partais d'ailleurs. Donc ne faites pas ça, c'est pas idéal. Ça s'est bien terminé, mais bref, avec Ko-fi, l'avantage que j'ai trouvé, c'est que on échappe complètement aux algorithmes. OK. Parce que sur Instagram ou Facebook ou peu importe, le contenu est montré à même ceux qui aiment ma page. C'est-à-dire, c'est un infime pourcentage de ceux qui sont abonnés à ma page qui voient le contenu. Puis là-dedans, c'est encore un infime pourcentage qui vont vraiment aimer. Donc, tu contrôles pas. Tu publies un truc, puis des fois ça marche, puis d'autres fois ça marche pas. Peut-être que j'ai publié de la merde, mais probablement que c'est l'algorithme. En tout cas, je veux croire que c'est l'algorithme. Avec Ko-fi, tu payes, t'as accès à tout. Donc, même si tu te connectes une fois par semaine, tu vas pouvoir avoir accès à toutes les vidéos. Elles seront pas perdues, on sait pas où. Puis, en plus, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu payes même juste $5, c'est parce que tu veux vraiment être là. Contrairement à Facebook, c'est facile de laisser un petit j'aime. Puis après, ça t'intéresse pas vraiment. C'est cool. Donc, tu le vois plus. Mais si tu payes ton $5, c'est parce que ça t'intéresse. Ah oui. Puis, tu vas revenir régulièrement. Donc, ça fait une communauté qui est hyper restreinte, mais qui est vraiment engagée dans le projet. Donc ça fait déjà une différence. Moi, les questions que j'ai, puis les échanges que j'ai avec ceux qui sont abonnés à Ko-fi sont pas tout à fait du même niveau qu'il y a sur Facebook, parce que ceux qui sont là sont véritablement intéressés et ils veulent suivre et sont prêts à aider aussi. Et puis, c'est également, il y a personne qui va payer $5 pour venir m'insulter, ce qui est reposant. Même si ça arrive vraiment pas souvent, mais normalement, ça protège de ça. Mais ça fait une communauté, donc, sur laquelle on va pouvoir compter, Anne et moi, si on a besoin d'aide aussi, c'est pas à sens unique. Et puis, ça nous oblige aussi à fournir du contenu de meilleure qualité. C'est-à-dire, Anne est en communication, moi aussi j'adore la communication. Donc, c'est un petit incitatif supplémentaire. C'est comme les gens ont payé $5. On va essayer de faire du mieux qu'on peut pour donner le plus d'informations de la meilleure manière possible, ce qui est pour nous un exercice qu'on trouve intéressant. Donc tout ça fait une petite expérience supplémentaire, puis nous qu'on aime beaucoup. Donc puis sur une expérience qui va durer 5-6 mois, la formule fonctionnait. Comme si tu fais un ultra, s'abonner pour un mois pour un ultra qui dure 2 jours, ça marche moyen. Mais pour une aventure qui dure, déjà, il y avait les 2 mois de préparation qu'on a publié, il y aura les 5 mois, puis on parlait tout à l'heure du après, on va documenter le après. Parce que une fois que j'aurai terminé, puis quand est-ce que ça va bien aller, quand est-ce que je vais tomber dans la déprime post-événement, il y aura encore accès à Ko-fi pour vivre tous ces moments avec nous. Si vous voulez payer $5 pour me voir déprimer, ce sera faisable. C'est mieux que n'importe quelle télé-réalité qui est offerte à la télé. Là, on a quelque chose qui est dans la réalité, mais d'un sport qu'on aime, d'un athlète qu'on aime suivre, fait que ça va être très intéressant. Ouais. Donc ça, nous, on expérimente avec ça, puis ça fonctionne bien pour ce type d'aventure-là. Donc on va voir jusqu'où ça nous mène, mais pour l'instant, ça démarre vraiment bien. C'est super intéressant. Ouais. Allez vous abonner tout le monde sur Ko-fi. Avant qu'on termine, Yoann, t'es déjà venu au podcast, t'as fait les questions avec l'arnaque, on les refait pas une deuxième fois. Là, j'en profite, on a 2 invités aujourd'hui, on va se faire une petite compétition ici. Donc, plus tard, mon invité, dont j'ai pas encore révélé l'identité, va se prêter aussi à ces questions express-là, les questions avec l'arnaque. C'est 5 questions rapides. On verra lequel a été le plus rapide. C'est juste pour s'amuser, parce que là, je me disais, 3e passage, d'habitude, j'ai les questions ouvertes que je fais au 2e passage. Là, je me suis dit, on va faire une petite compétition juste entre vous deux. Puis, les gens qui ont écouté l'épisode, connectez-vous la semaine prochaine parce que je vais vous questionner cette nutritionniste-là sur ton parcours, puis peut-être que elle aura des conseils pour toi aussi si tu restes après. Donc, chronomètre est prêt. Tu me dis quand t'es prêt puis on y va. Je suis prêt. Rousse ou IPA? IPA. Raquette ou sandales? Sandales. Mon Washington, mon Albert? Je connais ni l'un ni l'autre. On va dire Washington, ça va faire le plus mal. Chocolat ou vanille? Chocolat. Key West ou Forillon? Chocolat.
Ah, dès que tu dis chocolat, moi je reste coincé sur chocolat. Key West ou Forillon? Forillon. Ah, 13 secondes pour 5 questions. On va voir après ça mon invité. Chocolat. Donc on comprend que ça va faire partie de ton régime de 12 000 calories par jour, 8 000? Oui, 8 000. Si j'atteins 12 000, ça 2 pots de Nutella, un dans chaque portion de la veste, c'est parfait. Johan, dernière question avant qu'on termine. Oui. J'ai maintenant la playlist Pas sorti du bois, le Walkman de Pas sorti du bois qui est créé par les auditeurs, par les invités. Je te donne l'occasion de rajouter une chanson à cette playlist-là. Qu'est-ce qui te vient en tête? J'écoute jamais rien quand je cours, je suis pas capable. C'est impossible. Mais quelque chose que t'écoutes ailleurs alors? En ce moment, un groupe britannique s'appelle les Sleaford Mods. Okay. Vous allez trouver ça vraiment difficile à écouter. Je pense il faut s'habituer l'oreille, mais ça vaut la peine. Intéressant, on va rajouter ça. Ouais, c'est les héritiers du punk. Donc, vraiment intéressant. Ok. Bon, on va rajouter une chanson des Sleaford Mods. Sleaford Mods. Bonne chance. Intéressant. Ça prend de la diversité sur cette playlist-là. On va avoir quelque chose qui est unique. Écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, Johan, d'être venu au 3e passage. Jamais 203, là, ce qu'on se dit, jamais 304. Merci d'être venu partager au Noctem cette aventure-là. Merci à Anne qui a contribué. Merci à tout le monde qui est venu poser des questions aussi. C'était hyper intéressant. On va te suivre là-dedans. Ça va être fascinant de te suivre. Amuse-toi. Et très, très long. Oui. Soyez patients. Merci comme d'habitude à NAC qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois. Merci au Noctem qui nous accueille aujourd'hui, qui nous a fourni d'excellentes bières. Tout le monde ici c'était bon? Votre bière était bonne? Ouais? On va s'en prendre une deuxième pour l'autre épisode. Merci à Capé qui est le partenaire caféiné du podcast. Merci à David Hébert, Fred Desroches comme d'habitude. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 5 minutes pour ceux qui sont présents pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.